bienvenue dans cette maison d'Amérique latine qui nous reçoit. Et pour ce thème, pour lequel vous êtes venus, donc fonctionner ou exister en 2040. Apparemment, ça vous intéresse, à moins que ce soit quand même les auteurs invités, donc Miguel Benassayag, philosophe et psychanalyste, et l'écrivain de science-fiction Alain Damasio, qui sont nos invités. Et Miguel Benassayag, on ne devrait plus le présenter, mais il y a quand même du nouveau monde, des nouveaux venus. Je vois des nouvelles têtes. Donc, il est philosophe et psychanalyste du courant anti-psychiatrie, ancien résistant guévariste, franco-argentin, d'où l'accent, né à Buenos Aires, en Argentine, donc la capitale d'Argentine, où il a étudié la médecine, il est biologiste, la médecine, en même temps qu'il militait dans la guérilla guévariste. Bon, il n'était peut-être pas très malin à l'époque parce qu'il était très très jeune et il s'est fait prendre. Là c'est moins drôle parce qu'il a passé quand même 4 ans et demi dans les jours de la dictature militaire argentine et torture comprise. Ça c'était gratuit. Alors, nous, ici en France, on le connaît surtout comme auteur d'une quarantaine de livres, un livre par an, on a de quoi faire avec lui. À le suivre. Nous l'avons invité pour quelques livres que je vais citer parce que, bon, lui aussi, on l'a découvert pas dès le début. Hein. Donc, ces livres qu'on avait présentés au Rencontres et débats autrement, c'est Organismes et artefacts, L'engagement dans l'époque obscure, Cerveau augmenté, l'homme diminué, La singularité du vivant, qui précède le livre dont il sera question tout à l'heure, Fonctionner ou exister. C'est un petit livre qui reprend les thèmes de la singularité du vivant, qui est sorti l'année dernière, et où il parle beaucoup aussi de sa propre vie, et qui est très, très dense, et qui est vraiment, pour moi, enthousiasmant. Et voilà. Donc, oui, pourquoi fonctionner Pourquoi la société aujourd'hui nous demande de fonctionner comme un algorithme et non pas exister comme une personne? C'est une drôle d'époque quand même où nous sommes censés de gérer notre vie comme une entreprise, où on prévoit, d'après l'usage de notre carte de crédit, si on va divorcer sous peu ou pas. Et où on match les profils. Les profils, c'est un grand sujet à Miguel. Les profils sur les sites de rencontres pour trouver le partenaire idéal. Je passe à Alain Damasio. Alors, il est né un peu plus près de nous, à Lyon, en 1969. Plus jeune et plus près de nous, d'un père carrossier et d'une mère agrégée d'anglais. Alors là, je suis sûre que ces deux-là ne se sont pas rencontrés sur les profils des sites de rencontres, n'est-ce pas? Trop hétérogène. Donc, Alain, il obtient son bac scientifique et après, il fait des études un peu poussées par le temps, je crois, études de commerce à Heck et Essek. Excusez du peu, il en sort choqué parce que ce monde des fils et filles à papa, ça lui convient pas vraiment. Et il choisit de s'isoler, d'abord dans le Vercors, depuis en Corse, pour s'adonner à l'écriture d'anticipation politique et de science-fiction. À 26 ans, il publie La zone de dehors. Celle-là, on l'appelle ici, mais je crois qu'elle est dehors. La zone du dehors. Donc, ici, on a la zone des danses. Oui, un roman d'anticipation sur les sociétés de contrôle, déjà, inspiré des travaux de Michel Foucault et Gilles Deleuze. Son second roman, La Horde du contrevent, devient un succès avec 70 000 exemplaires vendus, mais il a failli ne pas avoir le jour, ne pas être avant beaucoup plus.
En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il... c'est 300 000. 300 000 maintenant, la horde de contrevent. Super. Donc, 300 000, oui, 70 000. De toute façon, il a failli ne pas être publié s'il n'y avait pas eu son éditeur qui est ici présent, qui est Mathias, comment ça se prononce, Echene, qui a fondé La Volte. Et depuis 15 ans, ce livre dont on va parler aujourd'hui, La Horde, les furtifs, du coup, comme titre, il était en gestation pendant 15 ans. Alors, il n'est pas resté inactif pendant ces 15 ans. Il a sorti un album de musique, parce qu'il est très musical, Alain Damasio. Et il a créé des jeux vidéo très... enfin, positifs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt pas recommandables. Et puis, il a aussi écrit beaucoup de nouvelles. Bon, et maintenant, nous sommes en face de ces furtifs qui sont sortis en mars 2019, qui aujourd'hui caracolent aux meilleures ventes des best-sellers. Bon. Alors, quelles sont les raisons, vous allez vous demander, pourquoi ces deux auteurs ont voulu entrer en dialogue? C'est parce qu'ils ont des thèmes en commun, qu'ils aiment déployer chacun à sa manière, hein, mais sur une base philosophique tout à fait commune. Tous deux s'inspirent, comme je l'ai déjà dit, de Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, etc. Et puis, quelques détails dans leur mode de vie qui sont tout à fait pareils et qui en disent long. Personne, enfin, ni l'un ni l'autre possède un smartphone. C'est vraiment quelque chose... C'est pas vraiment... Ah, si, c'est une... si, c'est que vous êtes technocritique. Et tous les deux l'aiment, enfin, vraiment, ils exècrent le transhumanisme et ils aiment le vivant, par contre. Puis, ils aiment l'homme fragile, plutôt, que l'homme augmenté. Et il n'aime pas non plus cette société de contrôle et à deux vitesses vers laquelle tendent les GAFAM, les grandes multinationales, en s'infiltrant insidieusement dans nos démocraties. Voilà, donc pour l'introduction, maintenant aux questions. Là, je vais demander d'abord à Miguel, puisque la priorité, c'est lui qui a invité Alain Damasio, qui a dit oui tout de suite, et je n'ai jamais pu répondre aussi vite. Non, je vais te demander à toi de dire un peu la quintessence de fonctionner et ou exister, avec un point d'interrogation, et ensuite à Alain de dire dresser un peu le tableau de la scénographie des furtifs, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le cadre où ça se passe. Voilà. Bon, bonsoir. En fait, Alain, il met un horizon daté, 2040, non? Ouais. Et moi, je trouve que c'est très intéressant, justement, la perspective un peu futuriste, non? Parce que les problèmes centraux de notre époque, un des problèmes centraux, c'est que, dès mon point de vue, dans l'horizon historique, comme ça, dans l'avenir, il y a un noyau obscur, un noyau indépliable qu'on ne peut pas interroger. C'est-à-dire, il y a un non-savoir sur ce que peut se passer, n'est-ce pas, qui est à l'origine de ce qu'avec Angélique Delray, on avait écrit ce bouquin de l'engagement dans une époque obscure. Il nous demandait souvent, mais pourquoi une époque obscure, n'est-ce pas? Et alors, d'un point de vue anthropologique, pour faire vite, une époque est obscure non pas parce qu'on est triste, parce qu'on pleure, etc. Une époque est obscure ou lumineuse par rapport à qu'une culture voit dans l'horizon une possibilité de dépassement des problèmes qui la menacent, n'est-ce
n'est-ce pas? Pas des problèmes en général, mais des problèmes qui menacent sa survie. Hein. Donc, une époque lumineuse, par exemple, les années 70, c'était une époque lumineuse. Et pourtant, c'était des années des guerres, des dictatures, d'oppression, etc. Mais c'était lumineux. Donc, la luminosité et l'obscurité d'une époque n'est pas donnée par la dureté immédiate de l'époque, n'est-ce pas? Elle est donnée surtout par l'effet qu'une civilisation, une culture, un peuple, comme on veut, un ensemble, n'est-ce pas, structuré, quand il se projette vers le futur, l'avenir, hein, il sent quelque chose de possible, dans quel sens possible de résoudre les problèmes qui menacent sa survie, n'est-ce pas? Or, de ce point de vue-là, notre époque est une époque obscure, parce que, effectivement, si on se place à un horizon qui pourtant c'est après-demain, 2040, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est même drôle qu'Alain, il met un horizon qui est archi-futuriste après-demain. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il met ça après-demain. Parce qu'au fait, c'est noyau obscur, c'est non questionnable, c'est non imaginable et après-demain. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, la question c'est comment nous pouvons penser nos vies, comment nous pouvons transmettre, éduquer, soigner, n'est-ce pas? Comment nous pouvons le faire avec cet horizon qui apparaît comme obscur, indépassable, non interrogeable, n'est-ce pas? Alors pour cela, effectivement, la question c'est cette fonction fondamentale du vivant, pour moi, du vivant, pas que de l'humain, qui est une fonction intuitive, imaginative, n'est-ce pas? C'est-à-dire pouvoir imaginer, pouvoir concevoir un demain, pouvoir concevoir que demain est possible, n'est-ce pas? Que c'est pas fini, que c'est pas fini. Bon, alors aujourd'hui, comme effectivement ces futurs qui quand même étaient futures promesses, hein, c'est-à-dire nous sommes tous et toutes tous ceux qui sont, mettons, mettons la barrière, on peut la mettre, la barre, on peut la mettre à 40 ans, mettons. Hein. Tous ceux qui sont plus de 40 ans, on a vécu dans un monde dans lequel le futur était une promesse. Tout était structuré derrière l'idée de la promesse, de la justice sociale, de guérir les maladies, etc., n'est-ce pas? Et depuis, effectivement, une trentaine d'années, on vit dans un monde qui a absolument perdu cette promesse centrale, mais qui plus est s'est transformée en menace. Alors, dire 2040, ça provoque les frisons dont parlait Christian, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, mais au nom de quoi on peut ne pas tomber soit dans le nihilisme total, n'est-ce pas? Le nihilisme, le cynisme de dire, bon, bah, après moi le déluge, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut faire autre chose que tomber dans une sorte de pessimisme total, vous savez, c'est-à-dire, souvent on me demande qu'est-ce qui te permet de dire que ce monde-ci, cette structuration du monde n'est pas viable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que se manifeste? Parce que quand on dit que notre monde, notre structure monde, etc., n'est pas viable, en général, on pense que quand on a en tête un autre modèle, vous voyez, un autre modèle clé humain qu'on va imposer. Et la vérité, c'est que la non-viabilité de notre monde actuel, elle est donnée par des données chiffrées très concrètes qui sont les développements du cancer, les développements des nouvelles maladies, les développements de la désertification, vous comprenez? C'est-à-dire que la non-viabilité s'attaque à la vie même. Alors, dans ces conditions-là, on est dans un moment dans lequel il y a une souffrance énorme, parce que ceci provoque de la souffrance, ceci provoque une grande anxiété, ceci provoque une haine, une violence très très grande, n'est-ce pas? Et ça provoque soit le cynisme, n'est-ce pas? Le cynisme des petits lobbyistes qui disent bon, moi je fais des lobbying pour Monsanto, on verra bien, n'est-ce pas? Cette sorte de cynisme comme ça, soit ça provoque l'accablement, hein, soit ça provoque la recherche désespérée d'une réponse irrationnelle identitaire. Hein. Alors, on veut avoir raison. Alors du coup, ce qui va nous redonner un peu de sens
c'est la haine de l'autre. La haine de l'autre me donne un peu de sens. Alors, le cocktail, il est assez explosif. Le cocktail est assez explosif parce qu'effectivement, cette obscurité provoque beaucoup de violence, beaucoup de désespoir. Face à ça, la réponse qui apparaît, qui est une réponse absolument, d'un point de vue psychiatrique, anxiolytique, pour dire comme ça, est la réponse de dire je me mets à fonctionner, n'est-ce pas? On abandonne toute prétention d'exister avec la complexité qu'implique une existence, avec la complexité, la conflictualité, n'est-ce pas? Et petit à petit, il y a une sorte de même esthétique, non, sociale, individuelle, du bien fonctionner, du bon fonctionner. Toute ma recherche tourne depuis très très longtemps autour de ces rapports, cette interface entre la machine digitale, le monde digital, le vivant, j'ai travaillé ça par rapport au cerveau, etc. On peut dire qu'une partie de l'échec de notre, effectivement, une partie de l'échec de notre culture, de notre société est constatable dans l'échec du rêve kantien, cartésien, d'un monde rationnel, n'est-ce pas? Cet échec de la rationalité, cet échec de dire non, le monde, contrairement au rêve kantien, ne sera pas guidé par la raison. La déraison revient, n'est-ce pas? On a fait une utilisation déraisonnable de la raison, l'irrationnel est partout, et à ce moment-là, comme je le dis souvent, et c'est un des bases de mon travail, les humains vont déléguer la fonction rationalité vers la machine. Cette délégation des fonctions, elle est centrale et fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire, tout à coup, on n'entérine pas l'échec des projets occidentaux, on n'entérine pas l'échec de cette idée d'une rationalité qui pouvait guider nos pas, etc., etc. On ne se coltine pas avec ça. Donc il y a une délégation de la fonction rationalité vers la hyper-rationalité de l'algorithme. Et depuis maintenant un bon bout de temps, les grandes orientations de notre monde sont données par des grands big data qu'on appelle, d'une façon euphémisme, machines qui aident à la décision, mais qu'à vrai dire, bon, effectivement, prennent non pas des décisions parce que la décision implique une existence, mais dans des orientations. Bon. De ce point de vue-là, on se met tous à fonctionner. Et donc la question du sens reste exclue. Hein. On fonctionne bien, on fonctionne mal, et on veut être, puisque on ne peut que fonctionner, au moins on demande, vous vous rappelez la dernière passage de Camus dans les mythes de Sisyphe, il voit Sisyphe qui monte son rocher, le rocher tombe, il monte son rocher, et alors Camus conclut d'une façon quand même très étonnante et, je ne sais pas, aérée pour dire ça. Bon, il nous reste imaginer Sisyphe heureux, vous voyez? Bon, et alors c'est comme ça que nous voulons, faute de sens, faute de pousser des rochers qui tombent de l'autre côté invariablement, faute de ce nihilisme, faute de pouvoir s'opposer à ça, on veut être heureux au travail. On voit en France Télécom, le bonheur au travail, etc. On les voit, nous, en psychiatrie, en psychothérapie, etc. Bon. Alors, la question des fonctionnalités. Alors, je voulais finir cette intervention, cette partie, en disant, quand Alain pose cette future qui est très lointain, 2040, c'est l'équivalent des romans futuristes qui parlaient de qu'est-ce qui va se passer dans un siècle, par exemple, non, pour faire la comparaison, de tout ce qui va se passer en 20 ans. Hein. Eh bien, quand Alain pose cette question, pour moi, la première chose que le travail d'Alain me renvoie, c'est un travail fondamental dans le sens auquel, effectivement, il est très important, je pense, et c'est pour ça que j'essaie de le faire aussi avec d'autres, hein, de comprendre ce qui est en train de se passer, de voir les mécanismes. Mais pour pouvoir récupérer une capacité d'agir, il faut pouvoir imaginer et avoir de l'intuition. Et je crois qu'effectivement, le travail d'Alain, qui est un travail effectivement littéraire, d'écrivain, il y a tout un travail qui a toute une esthétique propre, n'est-ce pas? Mais des points de vue de la question fonctionnelle exister, c'est comment on peut imaginer exister dans si longtemps, hein, parce que dans 20 ans, je le répète, d'un point de vue écologique, démographique, épidémiologique, c'est dans très longtemps, 20 ans, tout ce qui va se passer. Et Alain dit comment on pourrait exister
dans 20 ans. Alors par rapport à cette question fonctionnalité, après j'avais d'autres questions à poser à Alain qui me tracassent depuis très longtemps, mais bon voilà, j'ai lancé un peu. Ouais, je vais prolonger ce que tu dis. Ce qui est intéressant et peut-être méconnu sur la science-fiction, c'est que les gens croient toujours, et surtout les gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, croient toujours que la science-fiction, c'est de la science-fiction de science dure. C'est-à-dire, en anglais, on a un mot pour ça, c'est hard science fiction. Tu vois. Et puis, il y a de la soft science fiction, c'est-à-dire de la science-fiction de science molle ou de science humaine. Bon, il se trouve qu'en France, et même en Europe, on a une prédominance sur la science-fiction de science humaine. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à l'émergence du fait technologique et à la façon dont le fait technologique va complètement réinventer la façon dont l'homme vit, se pense, drague, travaille, etc. Mais pour ça, il faut partir de la sociologie, il faut partir de l'anthropologie, il faut partir de la philosophie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et dans les furtifs, il y a vraiment ce travail de dire, je reprends un peu la formule de Paul Klee, parce qu'elle est toujours très belle, mais quand Paul Klee dit, bon, moi je sors du figuratif, je peins pas le visible, je rends visible, en science-fiction, c'est un peu le travail qu'on fait. C'est-à-dire que quand tu te projettes à 20 ans, en réalité, tu vas hypertrophier un présent et tu vas essayer de rendre visible des tendances qui sont déjà en cours, qui sont déjà là de façon très forte ou très discrète. Et tu pousses comme ça les curseurs pour les rendre vraiment visibles et voir ce que tu peux en faire. Alors moi, j'ai fait comme beaucoup d'auteurs de science-fiction dans mon premier livre, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup sur la dystopie, j'ai travaillé beaucoup sur l'anti-utopie, avec ce monde cauchemardesque de la société de contrôle en 2084. Je voulais faire vraiment le 1984 des sociétés de contrôle en me disant, allez, on est passé disciplinaire au contrôle, donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Et dans celui-là, effectivement, mais influencé notamment par le travail de Miguel, je me suis dit, j'en ai marre de jouer sur ces affects extrêmement complaisants, ces affects apocalyptiques, pré-apocalyptiques, post-apocalyptiques, cette théorie de l'effondrement, ce côté où on se délecte finalement de la noirceur, on se délecte de foncer dans le mur. Et je me suis dit, ok, je vais quand même montrer ce que l'ultralibéralisme m'a donné, au moins sur les dimensions spatiales, par exemple, de la ville, en disant, bon, voilà, les multinationales, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont... Est-ce qu'il y a qui a lu le livre dans la salle, juste pour savoir à quel point je vais divulgacher tout. Voilà. Non, je l'avais vu. Ouais, non, mais juste ce principe-là, de dire, bon, par exemple, je pose ce principe que les villes les plus intéressantes, type Paris racheté par LVMH, vous l'avez vu à Notre-Dame de Paris, en fait, ils vont on ne l'a pas dit, mais ils vont l'appeler ça Notre-Dame de L'Oréal bientôt, parce qu'ils vont la racheter, et quand même 14 millions de touristes par an, ça peut rapporter du fric. Mais donc voilà, on est dans un monde où Lyon a été racheté par Nestlé, parce que c'est la capitale de la gastronomie, donc ça devient Nestlé-Lyon, et puis évidemment Orange est racheté par Orange, parce qu'ils n'ont pas payé la marque, et ça c'est quand même super rentable. Et donc dans ce monde-là, on ne fait pas payer l'impôt, parce que c'est l'ultralibéralisme, donc tu payes des forfaits premium, standard, privilège, enfin je ne vais pas en deux mots, hein, mais... Et donc quand tu as le forfait standard, comme tu payes pas cher, tu as accès qu'à 50% des rues de la ville, des avenues, des parcs, des squares. Et si tu as le forfait privilège, tu as accès à 100% des choses. Voilà. Mais je pose cet univers-là de façon presque en filigrane. Pour moi, c'est une sorte d'arrière-plan un peu glacé. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la dimension effectivement positive, qu'on appelle à tort utopique, parce que moi, je trouve que c'est une dimension viable, c'est une dimension crédible, c'est une dimension d'alternative, et je travaille pas mal notamment sur la notion de ZAG, de zone autogouvernée, et sur tout un ensemble de mouvements qui sont dans la ville et qui se réapproprient les toits, notamment, qui se compris des circulations dans la ville, qui y a un mouvement anarchitecte comme ça qui met en place de l'habitat interstitiel dans la ville et qui le défend contre les milices commerciales, pour que les gens viennent s'y installer. Et généralement, les sans-papiers, les migrants, etc., construisent la cabane avec le mouvement. Enfin bon, il y a plein de pistes que j'essaie de montrer. Mais ce qui est vachement important, je trouve, c'est que en science-fiction, pendant très longtemps, on a été, enfin en tout cas depuis les années 70, on a été sous l'empire de ce qu'on appelle le cyberpunk. Voilà. Et le cyberpunk, et c'est là que ça rejoint vraiment le travail de Miguel, le cyberpunk a été fondé sur un imaginaire très précis, cet imaginaire libertarien, dans lequel, ok, tu as des multinationales et tu as un capitalisme très agressif, mais surtout, tu conçois l'émancipation, tu conçois la libération à travers un couplage avec la machine. Voilà. Tu vas te coupler avec la machine, tu vas t'articuler avec la machine, avec le silicium, avec des puces, avec le réseau, etc. Et dans ce couplage, tu vas atteindre un nouveau type d'expérience, une libération de l'espèce humaine. Et en tout cas, ça génère une envie, ça génère une économie de désir incroyablement forte
qui a survécu pendant, on va dire, 40 ans, 50 ans. Moi ma théorie ou mon espoir, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, c'est qu'on est en train de voir la fin du cyberpunk, c'est-à-dire que tout le délire aussi transhumaniste, toutes les promesses portées par ce transhumanisme, ces promesses extrêmement primitives en fait, de la mort de la mort, de la fin de la fatigue, de la fin de la vieillesse, toutes ces choses-là, j'ai l'impression qu'on va les dépasser et qu'on rentre dans un imaginaire de renouement avec le vivant. Voilà. Et je sens, moi, ce mouvement-là venir à la fois chez les jeunes, que j'ai la chance de beaucoup croiser, parce que j'ai un lectorat relativement jeune, mais aussi dans tous les courants de philosophie du vivant, dont Miguel est un grand représentant, mais il y en a d'autres. Moi, j'adore un philosophe que j'utilise beaucoup en furtif qui s'appelle Baptiste Morisot. Bon, on connaît Philippe Descola, on connaît Bruno Latour, on connaît des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un retour à une sociologie du vivant, une philosophie du vivant, une éthologie beaucoup plus fine que ce qu'on avait précédemment. On commence à comprendre, par exemple, que dans le domaine végétal, il y a des communications qui se produisent entre arbres, dans la forêt, etc. Des choses qu'on ne croyait pas, on ne pensait pas qu'il y avait un système nerveux des plantes potentiellement, on ne pensait pas que les plantes communiquaient entre elles. Il y a plein de choses qu'on s'était interdit de voir et qu'aujourd'hui la science commence à prospecter. Et tout ce mouvement-là, moi je le sens, et là-dessus je suis assez optimiste, voilà, et dans les furtifs en tout cas, j'essaie de porter ça. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que devient has-been la promesse du transhumanisme, contre lequel on a énormément lutté, enfin Miguel a énormément lutté, moi aussi j'ai fait pas mal de confs là-dessus, et j'ai beaucoup lutté contre ça dans mes bouquins. J'ai l'impression que cette promesse, elle reste très forte aux États-Unis, elle reste très forte dans la Silicon Valley, mais qu'on est en train vraiment en Europe de la dépasser, puis aller vers le vivant. Mais je sais pas, c'est peut-être juste mes rêves à moi. Bon, tous les deux, je pense que tous les deux, vous avez le concept aussi abordé de la servitude volontaire à la Boétie. Et qu'est-ce que ça dit ça dit de notre époque. Par exemple, Miguel, il dit nous sommes dans une hyper soumission par rapport aux images, par rapport au comportement dominant. Ça, c'est dans Fonctionner et exister. Et je suppose qu'Alain, vous aussi, cette servitude volontaire vous tracasse. Ouais. Si tu veux, je peux commencer à... Je reprends le micro parce que c'est un thème que vraiment dans l'effectif pour moi est très important. Moi je me souviens d'une conférence au Miguel que tu avais fait avec Frédéric Lordon à la parole errante là-dessus, où tu parlais beaucoup de cette dimension de servitude volontaire. Ça reste un texte extraordinaire, hein, la Boétie est extrêmement moderne, extrêmement anticipateur. Moi j'étais très travaillé dans ce bouquin-là par un gars qui est imprononçable, qui s'appelle Byung-Chul Han. Voilà, c'est un philosophe allemand, mais qui vient de Chine ou de Corée, je ne sais pas au départ. Et il essaie de plonger les thèses de Foucault sur la biopolitique. C'est-à-dire, il dit, bon, voilà, Foucault a trouvé cette idée de génie de dire que le pouvoir, voilà, la gouvernementalité contemporaine s'exerçait sur les corps, à travers le somatique. Et lui, comme Stigler d'ailleurs, dit, en fait, le capitalisme tardif, il travaille même plus sur les corps, il travaille sur la psyché. C'est-à-dire qu'il travaille sur les émotions, les affects, les sentiments. Et qu'on est passé à une sorte de pouvoir psychopolitique. Et ils disent ce qui est paradoxal dans ce pouvoir psychopolitique, c'est qu'en fait, il s'appuie énormément sur les mécanismes d'auto-aliénation, d'autoconsentement, d'addiction, et il donne cette idée aux gens de devenir l'entrepreneur d'eux-mêmes, donc de s'optimiser en permanence, et t'en parles vachement aussi dans Fonctionner et exister, cette espèce de mantra contemporain, tu t'optimiseras toi-même, tu seras l'entrepreneur toi-même, tu vas faire du développement personnel, tu vas, comme dit Miguel, j'adore ce passage-là où il dit tu vas pisser en pleine conscience, etc. Tu vois, il y a des moments assez géniaux dans le bouquin là-dessus. Et c'est-à-dire que tu dois résoudre les problèmes individuellement. Tu vois, la société est malade, mais c'est toi qui individuellement dois résoudre tes problèmes en optimisant ta force de travail et ton développement personnel. Mais surtout, voilà, ce qui moi m'intéressait beaucoup, c'est de dire pendant longtemps, moi j'étais encore dans la logique pyramidale, hiérarchique, disciplinaire, en disant le contrôle quand même, il s'exerce du haut vers nous, il y a toute une manipulation, des mutilations, etc. Oui, tout ça est vrai, mais en réalité, les GAFA, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent surtout à disposition pour nous tout un ensemble d'outils qui va nous permettre de maximiser l'auto-aliénation qu'on exerce nous-mêmes sur nous-mêmes. Voilà. Et moi j'appelle ça, d'un jeu de mots assez bâtard, mais que j'adore quand même, c'est self-service, voilà, le vice de l'auto-servage, de l'auto-aliénation. Voilà.
Et self-service, c'est ça, ça comprend, on emploie nous-mêmes des outils comme le smartphone, comme les applis, comme les technologies, les tablettes, etc. Des outils complètement hétéronomes qui nous permettent aucune liberté en fait de fonctionnement. Et on s'applique nous-mêmes des mécanismes addictifs et on est très content d'être dans ce technococon et d'y tourner en rond comme des hamsters. Donc ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire je trouve que du coup c'est un pouvoir très aérodynamique qui génère très peu de résistance. Quand tu avais un pouvoir disciplinaire qui s'exerçait sur les ouvriers, ben les ouvriers pouvaient générer une masse de résistance, se syndiquer, faire des choses. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, on est une espèce de petite grain de raisin comme ça, une société très liquide, et les mécanismes d'aliénation ont comme été externalisés ou délégués à l'individu. Et le libéralisme est très fort pour nous donner juste les outils, et puis nous, on assure cette espèce d'auto-asservissement. Moi, c'est comme ça un peu que je le vois dans les futurs. Alors, moi, je suis content qu'Alain soit devenu optimiste pour ce livre-là. Ça doit être la banane. La banane. Il a la banane. Vous ne voyez pas, mais Alain bouffe une banane pendant qu'on parle. Alors, c'est pour ça qu'Alain a la banane. Mais, au fait... si, il y a les furtifs et il y a Notre-Dame-des-Landes qui nous rend un tout petit peu optimistes. Mais moi, peut-être que mon boulot, c'est pas d'imaginer les mois possibles pour essayer de voir les mécanismes. Du coup, parfois, j'ai besoin quand même de m'aérer un peu parce que j'ai du mal à être optimiste, non? Ni pessimiste. Voilà, j'essaie de continuer. En réalité, moi je pense que nous sommes en train de vivre un collectivisme brutal, avec un côté très paradoxal et pervers, que ce collectivisme se passe dans un récit de l'individu autonome et libre, n'est-ce pas? Mais on est dans une société d'un collectivisme total, c'est-à-dire que tout le monde obéit au collectif, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout le monde est absolument branché aux 2 ou 3 chaînes, n'est-ce pas? Tout le monde fonctionne de la même façon. Il existe ce qu'Alain Ehrenberg et Jean-Michel Besnier appellent la fatigue d'être soi. Hein? Et je pense que la fatigue d'être soi, c'est pas qu'une image, c'est une belle phrase, mais c'est un concept, vraiment. Un concept qui parle quand même de cet échec, quand même. Il faut bien réaliser que nous sommes les héritiers d'un échec fondamental, cet échec auquel je fais référence sur le monde guidé rationnellement. Mais on ne sait pas quoi faire avec les rationnels, vous comprenez? C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire avec les retours de la menace, de l'obscurité, du pulsionnel. On ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que le néolibéralisme triomphe, parce que pour les néolibéraux, pour les capitalistes, pour ces gens-là, la rationalité, ce n'était pas leur objectif. Au contraire, ils sont toujours su, contrairement à la gauche, ils sont toujours su que personne n'achète une bagnole pour aller du point A au point B, qu'ils achètent de l'irrationnel, n'est-ce pas, de l'irrationnel. Et nous, la gauche, les anarchistes, les progressistes, on a fait le mauvais pari, on a fait le pari de la raison raisonnante, et maintenant on ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire que vraiment on ne sait pas quoi faire. Alors, cette fatigue d'être soi, à voir avec ça, à voir avec dire, quand même, quand on a des enfants, quand on est enseignant, quand on est clinicien, c'est-à-dire quand on a des métiers de transmission, ben, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas, mis à part la banane, qu'est-ce qu'il mange Alain pour être si content, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué d'avoir la banane, parce que je crois quand même que la soumission dite volontaire, aujourd'hui, a passé à un autre cran, un cran au-dessus. Mes travaux par rapport au cerveau, ce qu'on montrait, c'était quand même qu'il existe effectivement une dislocation des fonctions intégratives cérébrales de par la délégation des fonctions, hein, c'est-à-dire l'exemple le plus rigolo, que ça fait rire tout le monde, et je sais pas quoi, c'est les fameux GPS, mais s'il n'y avait que les GPS, mais bon, tout fonctionne comme ça, vous savez, les fameux GPS, il y avait un groupe de chauffeurs de taxi qui commençaient à conduire à Londres, un autre à Paris, pourquoi? Parce qu'ils sont 2 villes labyrinthiques, alors on peut comparer, bref, au bout de 3 ans, ceux qui avaient commencé à conduire avec GPS, les Parisiens, il y avait tous les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier les temps et l'espace atrophiés, n'est-ce pas? Bon,
Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire il existe une diminution de la puissance d'agir, des pensées, des raisonnements complexes, vous comprenez? Par exemple, tout un chapitre du bouquin, c'était un travail sur qu'est-ce qui se passe quand nos mômes appuient des boutons pour obtenir des réponses sur des racines carrées au logarithme, par exemple. Moi, ce qui se passe, c'est très simple, c'est-à-dire qu'une racine carrée, un logarithme, normalement, ça ne sert à rien dans la vie. Mais pour les cerveaux, ça complexifie, ça crée des réseaux qui après sont utilisés pour une pensée complexe et contradictoire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on appuie des boutons? Ben, c'est parce que cette architecture ne se développe pas, n'est-ce pas? Alors moi, c'est là-dessus que moi je me dis, il y a quand même ces réels, que c'est la question que moi je vais travailler avec Alain, n'est-ce pas? Il y a ces réels du corps qui ne se manifestent pas de mon point de vue dans le monde digital. C'est-à-dire que dans le monde digital, on est dans tout est possible. En tout est possible et délirant. Moi, j'ai des patients, et il n'y a pas que moi, c'est-à-dire, il y a un tas de psychiatres, de psychothérapeutes, de psychanalystes, et qu'aujourd'hui, ils voient cette nouvelle pathologie, cette nouvelle souffrance arriver, de l'immersion d'un week-end, dès qu'il y a un temps libre, horreur, n'est-ce pas? L'immersion devant les écrans permanents, n'est-ce pas? Et donc, il y a peu de temps, justement, dans mon séminaire, j'ai évoqué la question, quelqu'un de très intelligent m'a mis la puce à l'oreille là-dessus, sur un jeu que toi tu dois connaître, qui se passe à Florence. Ah oui, Assassin's Creed, ouais. Tu connais. Alors donc, la personne m'expliquait que, voilà, que dans le jeu, on connaissait Florence, que quand il était à Florence, il a reconnu le lieu, je sais pas quoi, et vraiment, il avait du mal à dire quelle est la différence entre les jeux ou aller à Florence. Moi, j'avais, il y a longtemps déjà, fait un petit travail avec 3 sous et demi, avec un journaliste de l'IB qui, pendant un mois, étudiait sur Internet tout ce qu'il pouvait savoir sur Tunis. Et quelqu'un qui est allé au Club Méditerranée à Tunis. Et à la fin, on a comparé. Et bien entendu, les journalistes connaissaient un tas de trucs de plus. Alors, ce qui était l'objectif tout con, hein, parce que quand même la recherche à 3 sous, il n'y a que Laurent Alexandre qui a des sous pour faire des recherches de merde. Mais quand vous faites des recherches un peu sérieuses, c'est compliqué. Alors, l'objectif c'était de montrer comment avoir mis son corps à Tunis signifiait autre chose qu'avoir eu de l'information sur Tunis. Vous comprenez? Avoir mis son corps. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est difficile à expliquer d'un point de vue scientifique, vous comprenez? C'est difficile de dire foutre son corps, c'est pas pareil qu'être informé. Or, il y a du réel qui est dans le corps. Eh bien, aujourd'hui, les projets, tous les projets qui sont subventionnés sont des projets post-organiques, post-humains, disons ça, c'est quelque délirant, mais post-organiques, de dérégulation. Alors, cette dérégulation provoque, non pas une soumission volontaire, provoque matériellement, objectivement, une difficulté à conflictualiser. Vous voyez? Quelle est la différence entre regarder un jeu télévisé sur sur Florence, je suis absolument ignare, un jeu sur Florence et Florence. Et alors donc la question c'est que il y a deux niveaux. Un, quand tu es dans les jeux électronique, tout ce que je t'envoie chez nos patients absolument dépendants, parce qu'il faut voir l'angoisse qui provoque d'étendre, n'est-ce pas? Eh bien, ce qu'on voit chez nos patients, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un fonctionnement dans les purs pâtir, vous comprenez? Dans les purs pâtir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces jeux de Florence? Bien entendu, Florence ne suffisait pas. Il fallait quand même qu'il y ait des criminels, des recherches, vous comprenez? Il fallait, quand vous êtes dans un pâtir, dans une passivité, il faut relancer la machine, c'est-à-dire il faut que les effets, d'un point de vue neurophysiologique, strictement un effet sous-hypnotique du jeu, comme ça, électronique, il faut que cet effet-là soit relancé en permanence. Donc, vous ne pouvez pas être dans une passivité absolue si vous regardez Florence, vous comprenez? Il fallait relancer cette tension hypnotique vers le jeu. Or, quand vous allez à Florence, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez à Florence, voir quelque chose, eh bien, dépend de vous. Parce que l'extraordinaire n'existe nulle part, vous comprenez? L'extraordinaire est dans la capacité
motrice efférente, pour parler technique, dans la capacité efférente de rendre extraordinaire l'ordinaire. Vous comprenez? Tout à coup, quelque chose se met à vibrer. Eh bien, dans notre société, cette possibilité que quelque chose se mette à vibrer, cette possibilité tout bêtement efférente, pour parler comme ça, est de plus en plus diminuée. Un ami, l'autre jour, il est arrivé quelque chose, je vous explique rapidement. Il est immobilier, non, ça n'a rien à voir. C'était pour voir si quelqu'un suit, je vois che personne dunque io continuo a parlare in italiano perché c'è un sacco di italiani qui. Buongiorno per tutti gli italiani che sono qui, sono molto contento di vederci. Alors, mon ami Bastien, que vous voyez toujours dans notre série séminaire Penser agir dans la complexité. Mon ami Bastien, il m'accompagne gentiment chez le dentiste et il dit je vais rester sur le trottoir, bouffer mon sandwich. Il ne montait pas parce que bon, les cris de pour. Et alors, je descends, il était un peu transformé, le Bastien. Je lui dis qu'est-ce que tu as mis dans ton sandwich? Alors, le Bastien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait juste regardé dans une école en face la plaque, vous savez, la plaque, avec les dizaines de mômes qui étaient partis. Mais il avait regardé la plaque, mais la plaque, elle ne vibrait pas, la plaque, vous comprenez? Vous passez et la plaque ne vibrait pas. Lui, en bouffant son sandwich, il regarde la plaque. Et la plaque se met à vibrer. Et tout à coup, la rue devient un peu bizarre, vous voyez? Il a vu deux personnes qui passaient en train de téléphoner, ça est devenu insupportable, vous voyez? Cette capacité de que la réalité vibre, vous voyez? Cette capacité dépend tout bêtement, matériellement, mais à niveau des pâquerettes, vous voyez, des niveaux intégratifs cérébral, que si nous connaissons un niveau de dislocation trop grande, vous comprenez, ben on ne peut pas, vous comprenez? On est en train d'affaiblir notre capacité, justement, cette capacité, c'est-à-dire que cette capacité de rendre extraordinaire l'ordinaire, se perd. Et alors pour finir avec les jeux, qu'est-ce qui s'est passé avec les jeux? Pourquoi est-ce que systématiquement, il faut qu'au protagoniste lui arrive encore une couille? Vous voyez? C'était une difficulté non, pour les Italiens. Et alors donc, eh bien parce que d'un point de vue neurophysiologique, effectivement, le cerveau va reproduire la même sensation de plaisir, d'excitation, que quand il fonctionne dans une voie efférente qui rend extraordinaire l'ordinaire, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un simulacre d'extraordinaire créé par les stimuli, vous voyez? Sauf que dans une passivité totale. Eh bien, dernière information, et après ça vous comprendrez pourquoi c'est compliqué d'être trop optimiste, le cerveau n'a aucune possibilité de distinguer la fiction de la réalité, vous voyez? Il faut autre chose. Le cerveau tout seul ne peut pas. Non. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le jeu vidéo. Moi j'ai travaillé 3 ans sur un jeu vidéo, donc moi j'étais pas un gros gamer, je suis toujours pas un gros gamer, mais j'ai appris au moins à en faire, à construire des actions-aventures. Donc j'ai appris toutes ces logiques de courbe d'apprentissage, de rétribution aléatoire, etc. Ce qui est incroyable, par exemple, dans les mécanismes de jeu, je vous raconte ça parce que c'est pareil, c'est ce qui se passe sur des pages Facebook, etc., c'est qu'ils ont compris, ils ont repris en fait l'expérience de la boîte de Skinner. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. C'est-à-dire que c'est une espèce de sadique qui s'appelle Skinner, qui fait l'expérience comme ça sur des rats. Et il fait un système tout simple où tu as un système où le rat il peut enfoncer une espèce de pédale comme ça, et quand il l'enfonce, il y a la nourriture qui tombe. Et Skinner, donc il a une idée géniale, c'est-à-dire qu'au début, il fait un système où chaque fois que le rat enfonce la pédale, la nourriture tombe. Et à un moment donné, il décide que parfois la nourriture va tomber et parfois elle ne va pas tomber. Il le fait de façon intermittente, il le fait de façon aléatoire. Et là, il se rend compte que le rat rentre dans une sorte de frénésie complètement dingue, c'est-à-dire qu'il appuie tout le temps sur la pédale. Tu vois? Et je parlais de ce truc avec Baptiste Morisot, il me dit, tu sais, c'est une ancestralité animale, mais on a exactement la même chose chez nous. Et en fait, les jeux vidéo, je prends Fortnite par exemple, pour les gens qui jouent à Fortnite, mais il y a énormément de jeux qui sont fondés là-dessus, ça s'appelle le looting ou le farming, c'est-à-dire qu'on te fait chercher dans des spatialisations assez dingues, des coffres. Et dans ces coffres, tu vas récupérer des armes, tu vas récupérer de l'énergie, du fer, du cuivre, etc. pour pouvoir jouer. Mais sauf que la rémunération dans les coffres, elle est tout le temps aléatoire. Parfois tu trouves quasiment rien, parfois tu trouves beaucoup, etc.
Et ce mécanisme-là, il est exactement comme pour les rats, il va maximiser la frénésie avec laquelle tu vas looter. C'est-à-dire que tu vas... Donc ils utilisent des mécanismes comme ça neurologiques, qui sont quand même ultra pervers, pour nous mettre dans une situation d'addiction et de récompense comme ça, dopaminique ou clé, qui crée vraiment une très faible capacité à sortir du jeu, en tout cas qui te laisse pendant plusieurs heures dans le jeu, toujours en réactivant. Alors il y a des questions de tempo, il y a des questions parce que c'est super bien fait, hein, il y a des questions, par exemple si on prend Assassin's Creed, justement Assassin's Creed, c'est plutôt un jeu qu'on appelle le traverso, c'est d'exploration, effectivement tu peux explorer la Grèce antique, Florence, tu as plein de panneaux, tu rencontres des personnages de l'époque, alors mon frère adore ces jeux, par exemple, c'est génial, tu peux discuter avec Socrate, etc. Tu vois, et sauf que le truc c'est qu'à des moments, il y a des quêtes secondaires qui sont mises en place, c'est-à-dire que tu peux faire des quêtes, tu peux faire des missions. Et là, tu te retrouves avec les caractéristiques classiques des jeux vidéo, tu as des épreuves, tu as une courbe d'apprentissage, tu as des combats à mener, etc. Et tu gagnes quelque chose, tu es rétribué, et puis tu repars sur l'autre mission tout en gardant la dimension un petit peu contemplative du jeu. Mais ce qui est terrible, et c'est ce que tu dis, moi je trouve, c'est que tu restes dans un monde complètement réactif. Tu es dans des chaînes stimulus-réaction tout le temps, quoi, tu vois, et tu ne fais pas une véritable action par toi-même. Et faire une véritable action par soi-même, c'est possible que si tu es un corps situé dans un espace donné et en rapport avec quelque chose, avec des gens, avec la forêt, avec la terre, avec ce que tu veux. C'est-à-dire que tu es vraiment un corps situé. Et ce qui est dingue dans cette société, effectivement, c'est que moi je trouve, alors après c'est mon délire, qu'un des plus grands mythes contemporains, en tout cas la plus belle image contemporaine de ce qu'on vit, est donnée dans Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, c'est un manga, je ne sais pas si vous le connaissez, où c'est une IA qui émerge de l'océan d'information, qui va s'incarner dans une espèce de robot. Mais ce robot, il a la particularité, tu as juste la tête, le tronc, et l'espèce de colonne vertébrale avec tout le système nerveux central. C'est-à-dire que c'est un cerveau avec un système nerveux central. Il n'y a plus de chair. Voilà. Et on le voit sur le transhumanisme, à chaque fois c'est ce truc-là, c'est-à-dire que tout ce qui relève du corps, ils appellent ça la viande. C'est mythe, quoi, tu vois, c'est la viande. Voilà. La chair, oui. La chair, c'est la viande. Voilà. Les corps disparaissent et la chair revient. Et la chair revient, mais sous forme de viande. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mépris complet du corps, parce que pour eux, on n'est qu'une masse d'informations et on est... Et ça, c'est dingue, mais c'est pareil. Il y a un truc qui m'a vachement marqué, je crois que c'est dans la fin de celui sur le cerveau, où tu parles de ton expérience de psychanalyste avec des jeunes qui arrivent pour 25 ans et qui te disent « Je ne vois pas pourquoi je vais me galérer à essayer de séduire une femme, à construire une histoire d'amour, etc. Alors que si je regarde un site pornographique, je vais me masturber et je vais obtenir une satisfaction en 8 minutes et qui résout mon problème de quête sexuelle tellement compliqué, etc. » Et tu dis, c'est pas si facile que ça de leur expliquer pourquoi ça reste intéressant quand même d'essayer de séduire quelqu'un, de construire une vie avec quelqu'un. Et ça m'a vachement marqué parce que c'est le même problème. C'est-à-dire que la dimension purement spéculaire, visuelle et parfois auditive, parce que tu as juste deux sens, hein, dans un film porno, tu as deux sens, tu as le son et tu as l'image, est censé être l'ersatz complet du toucher, du goût, de la chaleur, de dimension corporelle totale, qui n'est plus vraiment comprise, qui n'est plus vraiment investie, et on se dit, bah, finalement, c'est pareil, en plus c'est sympa, je peux choisir la fille que je veux sur le site, et ça m'avait vraiment intéressé. Tu vois, justement, si nous disons qu'on est dans un monde vraiment de menaces, tu vois, c'est-à-dire, il y a même un côté un peu bizarre, parce que, bon, la maison de l'Amérique latine, que vous savez, c'était l'hôtel particulier de Charcot. Vous savez, c'était une époque dans laquelle les psychanalystes gagnaient plus de sous que moi. Et tout est beau, n'est-ce pas? C'est-à-dire que rien dans la réalité, vous voyez, parce que même ces changements dont on parle ne sont pas des changements phénotypiques, vous voyez, c'est-à-dire que le corps reste plus ou moins pareil, sauf qu'il y a des vrais changements qui sont en train de s'opérer, que ces changements-là ne sont pas visibles. Par exemple, toute cette dislocation de l'intégration cérébrale, etc. De ce point de vue-là, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un pâtir, non? Ce que tu décris là-dedans, c'est une sorte d'impossibilité d'agir. Vous comprenez quand même, la menace, difficulté d'agir, ça redouble la menace. Non, c'est pour ça, les liens pour ceux qui étaient distraits, et celui-là pour la menace, n'est-ce pas? Or, Laurent Alexandre, n'est-ce pas, qui, quand même, c'est quelqu'un dans lequel il faut tous les jours dire du mal, et c'est pas suffisant. Il représente une horreur totale. Alors Laurent Alexandre, dans un bouquin qui s'appelle « Les robots, je sais pas quoi, font l'amour », un truc comme ça. Les robots font-ils l'amour? Les robots font-ils l'amour, voilà. Jean-Michel Benny. Bon, on aime beaucoup Jean-Michel, on oublie. Et alors, à un moment donné, il dit, je sais que je dis ça toujours, mais il
faut voir les côtés extraordinaires. Il dit qu'il préfère faire l'amour avec une machine qu'avec un humain. Bon, j'ai toujours dit que si j'étais sa femme, je porterais plainte, n'est-ce pas? Mais vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire ça? Effectivement, que c'est aucun problème de modéliser un orgasme, un plaisir sexuel. C'est pas un problème de modéliser. Mais qu'est-ce qui reste dehors? Ben, il reste dehors que tous ces mécanismes disloqués, n'est-ce pas? Du coup, n'ont plus d'essence, vous comprenez? L'essence reste absolument dehors. C'est-à-dire que d'une façon absolument passive, vous êtes en train de pâtir et d'avoir les mêmes sensations, voyez? Mais c'est là où on voit quand même cet réductionnisme que Jean-Pierre Changeux avait fondé quand il dit on peut abolir la frontière entre le mental et le neural, et qu'après il va dire et le neural fonctionne comme une machine état discret, comme un ordinateur, n'est-ce pas? C'est là où on voit ce réductionnisme. Et la conséquence du réductionnisme est l'incapacité à agir, vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles, effectivement, toutes les performances que l'on demande de faire, ça regarde ce collectivisme barbare du néolibéralisme. C'est-à-dire que les gens s'agitent, ils s'agitent tout le temps, à tel point ils s'agitent que vous savez, quand vous voyez 3-4 personnes dans un bar, ils sortent tous leurs cacaphones, là ils les mettent sur la table, je sais pas quoi. Mais s'il y en a un qui ne reçoit 3 ou 4 M&M ou des appels pendant qu'ils sont ensemble, c'est les losers, vous comprenez? Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui dit « Oh là là, moi j'ai du temps, je suis en train de relire Proust », vous imaginez déjà relire Proust. Et alors, c'est les losers, qu'est-ce que tu as à lire Proust, vous comprenez? Alors donc, les problèmes c'est ça, les problèmes c'est qu'on s'agite, et dans cette ersatz d'agir, eh bien on ne se rend pas compte qu'on est dans un pur, comme dit Alain, une pure réaction, on est réactive, et être réactive empêche d'agir, vous comprenez? On a de plus en plus de mal à agir, n'est-ce pas? Et je répète, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons lancé dans notre séminaire un travail autour de ces constats. Les constats, c'est que plus les gens sont informés, moins ils agissent, n'est-ce pas? Parce que l'information court-circuite le corps. Vous voyez? La compréhension, non. La compréhension a tout un parcours corporel d'un corps situé qui expérimente la menace. Nous n'expérimentons pas la menace, vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes gavés d'informations apocalyptiques, mais nous avons du mal à expérimenter la menace. Vous voyez? Si nous expérimentions la menace, eh bien on agirait. Vous voyez? C'est-à-dire, moi je pense par exemple là-dessus qu'effectivement les expériences comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une expérience restreinte, petite, tout ce que vous voulez, ce n'est pas une question extensive, c'est une question hyper intensive. Parce que tout à coup, ces gens-là, ils parlaient de comment eux, inclus dans un écosystème, percevaient corporellement la menace de sa destruction. Vous voyez? Alors, moi je crois que le problème c'est ça. Il faut bien comprendre qu'on est informé de ce qui arrive, mais on ne perçoit pas. On a du mal à percevoir ce qui nous arrive, non? Ah ouais, c'est... Je voulais vous demander à tous les deux quand même de... Enfin, Alain a commencé par le désir, parler du désir. Et toi, tout à l'heure, tu as fait allusion à ZAD. Donc ZAD pour Alain, c'est zone à désirer, justement. Qu'est-ce que devient le désir dans une société marchande comme ça? Non, vous tournez la tête, tournez en même temps le micro. Qu'est-ce que devient le désir dans une société marchande, telle qu'elle est. Non, je peux voir, elle a dit à qui désire Alain? Non, j'ai parlé des ZAD qu'Alain appelle les zones à désirer, par exemple. Oui, alors je pense que Miguel pourra répondre beaucoup plus profondément. Moi, je voulais juste continuer sur ce que tu disais. Moi, je trouve c'est super fort quand tu dis plus tu t'informes, moins tu agis. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et notamment sur l'écologie. C'est-à-dire que généralement, tu es gavé comme ça d'une quantité extraordinaire de données sur le nombre de degrés qu'on va prendre dans tel nombre d'années, combien de CO2 tu fais si tu pars en Malaisie, etc. Et puis tu te rends compte que les gens,
ok, ils sont conscients de tout ça, ils savent tout ça, rationnellement ils ont été informés, et ils ne bougent pas. Et moi j'ai eu le même problème, parce que dans mes livres, moi j'ai toujours rentré je suis rentré en tout cas en littérature pour essayer de porter certaines valeurs politiques, en tout cas une volonté de transformation des gens qui lisent le livre. Moi je conçois l'art comme un transformateur d'énergie, j'ai cette espèce d'espoir que quand tu rentres à l'intérieur, par exemple, des furtifs, à la page 1 et que tu sors à la page 704, bon, si tu as le courage d'aller au bout, tu vas être transformé. Et tu vas être transformé de telle sorte que tu vas avoir plus d'énergie, une vitalité plus grande, j'espère. Ça va t'ouvrir des choses mentalement, ça va mettre ta pensée en mouvement, ça va mettre ta perception en mouvement, ça va mettre tes affects en mouvement. J'ai l'espoir de ça. Mais en même temps, je me rends compte que, effectivement, si tu es uniquement dans le conceptuel, dans l'essai, etc., et que tu véhicules que de l'information, il ne s'opère pas de changement. Il ne s'opère pas quasiment, il ne s'opère pas de prise de forme, de prise d'envie, ça n'active pas le désir. Et la chance qu'on a en littérature, moi j'ai l'impression, en tout cas, la chance que j'ai d'écrire la littérature, c'est qu'un livre, c'est un champ affectif, c'est un champ perceptif et c'est un champ conceptuel. C'est-à-dire tu peux véhiculer effectivement des idées, des informations, des réflexions, ça peut être très spéculatif, et les furtifs en partie le sont, mais tu véhicules une identification au personnage, tu véhicules une empathie avec tes personnages, tu véhicules des scènes qui sont très émotionnelles, tu véhicules surtout des modes d'attention, une façon d'écouter, une façon de voir, une façon de ressentir. Et ça modifie ta façon de percevoir le monde. Un bon livre, il me semble, quand tu en sors, ta façon de percevoir les choses, je ne sais pas si on parlait de Proust, moi je ne regarde plus les fleurs de la même façon quand tu as lu Proust, parce que Proust, il te donne une espèce de perception absolument magnifique de ce qu'est une fleur, que tu n'as pas forcément, ou Deleuze le disait sur Van Gogh magnifiquement, il disait, voilà, quand tu regardes, c'est Artaud qui le disait en fait, tu regardes un tournesol de Van Gogh, tu ne peux plus voir un tournesol de la même façon, parce que tu sens la puissance germinative du tournesol, comme ça, se dérouler spiralement, quoi. Et ça te donne une perception du tournesol que tu n'as jamais eue quand tu regardais toi un tournesol comme ça. Et je pense, alors ça rejoint peut-être la question du désir, je pense qu'on a une grande difficulté quand on veut un peu agir, en tout cas agir par l'art, c'est de solliciter cette faculté, cette espèce d'alliage incandescent entre l'affect, le percept et le concept. Et en tout cas, là, il me semble que la dimension de mode d'attention au monde, de mode de perception est très importante pour cette espèce de basculement où tout d'un coup, tu te mets vraiment à agir, quoi. Et c'est très compliqué de voir, même pour moi, qu'est-ce qui fait que dans un livre, j'ai des gens qui viennent me voir, et ça j'adore quand les gens viennent me voir et me disent « Écoute, ça m'a donné envie de me battre, maintenant je milite à bloc » ou ça y est, j'ai changé ma vie, je trace, je fonce, je sais pas, il y a des gens qui sortent de l'ordre, ils disent maintenant je trace, vraiment. Peu importe ce que ça produit, mais ça produit quelque chose. Et je sens que ça naît d'une certaine manière. Je sais pas comment ça marche du tout, tu vois, mais il y a quelque chose qui s'est activé. Voilà. Oui, bon, d'abord, juste par rapport à Proust, nous les latino-américains, quand on lit Proust, ce qui change, c'est notre regard envers notre femme. On se méfie. Je vois qu'il y a peu qui ont lu Proust, parce que quand on a lu Proust, on comprend la blague. Bien, alors donc, moi, par rapport à Alain, oui, la vérité, c'est que c'est exactement ce que je vais vous décrire. Il a vendu 300 000 exemplaires de son bouquin. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de correct. Quelque chose de correct dans le sens auquel, en tant que chercheur, on travaille en essayant d'être le plus strict possible, et on sait très bien que, comme il écrit Proust, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit Proust? Il dit « Les faits ne pénètrent jamais les mondes où ils vivent nos croyances. » Il met les croyances du côté de la vie, et les faits du côté un peu d'une certaine rationalité. Eh bien, nous, on ne peut que, d'une façon la plus stricte possible, avancer des faits. Mais si ces faits-là ne produisent pas des croyances, de l'imaginaire, une intuition, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que moi je suis un philosophe qui revendique les sens communs, n'est-ce pas? Les sens communs et les sens que Kant même, n'est-ce pas, explique, n'est-ce pas, ce sens qui va lier, l'intellectuel avec le corporel. C'est-à-dire il y a quelque chose là qui se lie. Eh bien, à mon avis, c'est là où il y a une bonne relation, vous voyez, c'est-à-dire quand vous faites un bouquin comme La singularité du vivant, eh bien, vous vendez 3000 exemplaires. Et tout ce que vous priez, c'est qu'il y ait un artiste qui vraiment puisse, en utilisant quelques éléments de ce que vous avez avancé, puisse faire vibrer ça pour provoquer effectivement des frissons, pour provoquer une expérience. Parce que, effectivement, l'art est une expérience. C'est-à-dire, l'art est une expérience. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans la merdouille dans laquelle nous sommes,
bah, ça sera du côté des artistes, effectivement, c'est du côté des artistes de nous permettre d'imaginer un autre rapport avec la machine, un autre rapport avec les innovations, comme on dit, ces autres rapports, n'est-ce pas, ces autres rapports, et qui font que même Alain devient optimiste, je ne vais pas dévoiler, optimiste dans son dernier livre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'effet quand même, et là je pense que ces rapports-là, il faut faire très attention, parce qu'effectivement, je crois qu'il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil, ça ne sera pas avec un retour de l'hyper-rationalisme moralisant de plus, vous voyez, qu'on pourra créer des petits rapports de force pour aller vers des rapports de force. Les rapports de force ont besoin d'un imaginaire. Et qu'est-ce qu'il a de l'imaginaire? L'imaginaire inclut un rapport sain entre les rationnels et l'irrationnel, vous voyez, qui est le grand défi. Comment on peut incorporer organiquement aujourd'hui cet irrationnel qui, par l'effet d'avoir voulu les chasser, il nous revient et nous écrase? Eh bien, c'est dans l'art. C'est dans l'art, non? C'est dans cet art-là capable de créer des percepts, de créer des émotions. Alors, quand on dit, mais quel est le pont entre Alain et moi? Eh bien, les ponts, il y a un pont négatif, c'est-à-dire que mon éditeur il préférerait que je vende 300 000 exemplaires. Mais il y a un pont positif, n'est-ce pas? C'est quand même que chacun s'occupe de son boulot dans une harmonie et dans laquelle, quand même, je crois, éthiquement, l'objectif, ce n'est pas son nombril, vous voyez? L'objectif, c'est quand même répondre à l'appel de l'époque, n'est-ce pas? Penser, comme l'écrivait Nietzsche, c'est non pas penser ce que je veux, c'est penser ce qui se donne à penser comme défi épocal, je dirais, n'est-ce pas? Et moi, je crois que quand on peut articuler de façon inorganique, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien de pire que les fameux intellectuels organiques, n'est-ce pas? Que tu es obligé de mentir pour adhérer à la ligne, non? Mais quand d'une façon tout à fait inorganique, on peut articuler tout à coup quelque chose dans lequel une recherche comme ça, qui se fait dans des faits stricts, etc., tout à coup peut aider à déclencher un imaginaire qui peut organiquement donc incorporer toute cette partie irrationnelle, d'intuition, bien là il y a quelque chose qui fonctionne. Et je pense que, c'est pour ça que je disais, Alain, en tant qu'artiste et représentant, bah, heureusement il n'est pas le seul quand même, d'autres artistes qui commencent à faire ce boulot-là, et incorporer aussi à des expériences qu'il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes non plus, parce que c'est la plus connue, n'est-ce pas, la plus, peut-être, oui, comme ça qu'on peut connaître tous, mais il y a quelque chose là, non pas qui peut nous rendre optimistes dans le sens de dire on a dépassé les gaps dont parlait Gramsci. Vous savez, Gramsci dit le vieux monde n'est plus là, les nouveaux tardent à apparaître, et entre les deux, tous les monstres émergent. Peut-être il y a quelque chose, non pas d'un nouveau monde, mais peut-être quelque chose qui dit il est possible qu'il y ait un après. Vous voyez, il est possible qu'il y ait un après. Et c'est que Alain, il a tout à fait raison quand il dit que dans la science-fiction apocalyptique, il y a quelque chose d'un engouement vers ça. Ben, il faut savoir que toute promesse apocalyptique, d'un point de vue psy, eh bien, toute promesse apocalyptique produit de la jouissance. Vous voyez, on jouit, il y a une jouissance. Vous imaginez, sans dire qu'on est les der des der, qu'après c'est fini. Vous comprenez? C'est-à-dire même la banane qui vient de se bouffer, c'était la dernière banane, à l'heure, vous comprenez? Alors donc justement, quand on n'est plus apocalyptique, il faut être encore plus artiste, n'est-ce pas? Il faut être un peu plus artiste, parce qu'il y a un tour de passe-passe de facilité pour l'artiste qui est de présenter l'apocalypse. Pourquoi? Parce que ça appelle les mauvais côtés de l'autre, ça appelle et si on jouissait ensemble. Or, avec Alain, ce qui fait pont, c'est que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas si on jouissait ou on ne jouissait pas. Ce qui nous intéresse, c'est voir comment et de quel côté la vie est possible, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est un pont. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire du coup. Parce que il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup dans l'essai ou dans la philosophie, c'est que tu peux avoir une aile très sèche, très conceptuelle, très carrée, et tu peux véhiculer aussi de l'affect par des essais, par la philosophie. Moi, il y a une chose que j'ai... Alors pourquoi on aime un auteur? Pourquoi moi j'aime Miguel, par exemple? Il y a quelque chose de très particulier dans Miguel, c'est qu'en réalité, je ne sais pas si on en est conscient, mais il véhicule énormément d'affect. Il véhicule énormément de sensations. Alors, soit quand il parle, et pour moi, tes conférences
font autant partie de ton œuvre que ce que tu écris, quoi. Mais dans les deux cas, tu trouves quelque chose d'assez dément, c'est que, et je pense que c'est ton côté psychanalytique qui amène ça, c'est qu'il y a la dimension philosophique conceptuelle, mais il y a la dimension psychanalytique. Et il y a tout un ensemble d'anecdotes, de petites histoires, de petits exemples, tu vois, comme l'exemple de la plaque que tu donnais tout à l'heure, mais comme l'exemple du gars qui va pisser en pleine conscience, ou comme des exemples. Et tu vas à chaque fois ramener une dimension en fait qui est narrative, qui appartient à l'univers narratif, et qui fait que la vie, elle ressort à travers ça. Et donne, du coup, dans tes livres, il y a toujours un côté un peu bâtard, mais moi que j'aime bien, un côté un peu hybride, où tu passes d'une anecdote qui te paraît un peu insignifiante, ou qui te paraît bizarre au début, ou d'une métaphore que tu trouves bizarre, comme celle du feu rouge et des murs, et tout d'un coup, ça fait monter tout le concept et le percept, commencent à fonctionner ensemble, et l'émotion, elle est là. Donc il y a quand même du frisson dans ce que tu fais, tu vois. Juste, je voulais préciser une chose, parce que bon, bien que mal, on est à la maison de l'Amérique latine, alors au fait, il faut dire Miguel. Ah, Miguel, c'est vrai, Miguel. Ah, merde. Bon, tu vois, j'apprends des trucs. Et ce qui est marrant aussi, c'est la façon dont un concept, parfois, va alimenter, quand tu travailles en littérature, va alimenter toute une image. Par exemple, moi, une des premières idées qui m'avait percuté chez Miguel, donc, j'ai bien dit, c'était, il dit une chose très simple sur le capitalisme, je n'avais jamais vu exprimer aussi simplement que ça. Il dit, le capitalisme, c'est une attaque sur les liens. Voilà, c'est une attaque sur les liens. Tu lis ça, au début, tu fais, ah ouais, ça c'est bien, c'est très pur, très simple. Et moi, c'est ce qui m'a donné la première idée du techno-cocon, des espèces de grains de raisin dans lesquels on s'insère, c'était des espèces d'oignons technologiques multicouches, et qui est, avec cette dimension sphérique, non corrélée, non articulée, non reliée avec quelque chose autour, tu vois. Ça m'a fait refermer une espèce de sphère qui ensuite est devenue une métaphore, une image que j'utilise beaucoup, mais parce que je voyais les liens, je voyais un coup de hache de massicot, la coupure sur les liens, tu vois. Et ça vient d'un concept au départ, mais ensuite ça se transforme donc des fois une idée voilà, qui paraît toute simple, c'est pas une idée toute simple de dire c'est une attaque sur les liens, c'est une idée extrêmement importante à mon avis, mais tu lis en une phrase et ça donne quelque chose qui ensuite... Oui, tu vois, par rapport aux liens, il y a quelque chose... moi, j'ai travaillé très longtemps en pédopsychiatrie, et vous savez, quand il arrive des familles détruites, comme ça, qui vont très mal, qui en plus sont étrangers, qui ne sont pas des ronds, chaos, l'objectif du service est de les rendre autonomes. On dit, écoute, peut-être, ça serait mieux peut-être de les aider. Ah non, il faut qu'ils soient autonomes. Non, on reconnaît... Salvini, Macron, j'ai du mal parfois. Et alors, donc on reconnaît Macron avec l'autonomie, n'est-ce pas? Alors un jour, j'étais dans un truc, une rencontre de biologie de synthèse, et bien sûr, dans biologie de synthèse, il parlait d'être vivant autonome, n'est-ce pas? Et moi je disais, tu vois, c'est-à-dire, je te dis juste comme ça, je ne te demande pas de royalties, s'il est autonome, il n'est pas vivant. Comment? Ah ben oui, alors donc l'exemple que j'ai trouvé, n'est-ce pas, effectivement, c'est un exemple tout bête, de dire, écoute, regarde tous les efforts qu'il faut faire pour foutre un con en orbite pendant 1 heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour qu'il sorte de la navette. Et il y a environ 700 ou 800 items à remplir pour que le con il sorte 1 demi-heure de la navette. Et quand il revient sur Terre, et bien quand même, il a grandi de quelques centimètres, son composant chimique du sang a changé, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez, c'est ça, c'est tout bêtement ça. Le vivant ne s'oppose pas par un programme au néolibéralisme, s'oppose parce qu'il est vivant. Parce que cette idée quand même d'individu devenu profil, qu'il s'occupe de leur vie, et que s'ils sont au chômage, c'est la responsabilité, et que s'ils sont pleins de sous, c'est leur mérite. Et c'est ordure du premier décordé, deuxième décordé, c'est-à-dire tout ça, c'est du fascisme démocratiquement élu, vous comprenez? C'est du fascisme. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Vous savez, si nous, on mérite d'être ici chez Charcot, alors les petits qui sont en train de mourir de faim en ce moment en Afrique, ils le méritent. Personne ne mérite rien, vous comprenez? Nous sommes dans une ontologique solidarité fragile, voyez. Et être fort, ce n'est jamais autre chose qu'un petit moment entre deux faiblesses. Alors, il ne s'agit pas d'avoir... On n'a pas besoin aujourd'hui d'un programme contre le néolibéralisme qui est quand même ce néolibéralisme technocrate, n'est-ce pas, dans lequel effectivement des grands
big data décide des orientations macroéconomiques, démographiques, médicales, etc. On n'a pas besoin d'un programme. Il faut quand même se rappeler de ce qui est le vivant, n'est-ce pas? Et alors effectivement, 2040, c'est une sacrée date, vous comprenez, parce que la destruction des liens, donc la destruction du vivant, a une telle accélération qu'il est fondamental, que nous, on réalise quand même qu'il faut essayer de regarder ailleurs de la machine, quoi. Alors, quand on dit ça, Britt, elle dit ils n'ont pas de smartphone. Bon, dans tous les cas, lui, c'est pas parce qu'il ne peut pas se l'offrir. Hein. Mais, c'est-à-dire, la question c'est, ni Alain ni moi, nous sommes technophobes. Parce qu'être technophobe, ça signifie regarder l'avenir avec un rétroviseur, vous comprenez? Il s'agit ni technophobe ni technophile. Là, le défi, c'est voir quelle est la bonne hybridation con la technique qui est déjà là pour que les singularités du vivant et de la culture ne soient pas écrasées. Et là, encore une fois, bah, ce boulot est un boulot de l'imaginaire. Ouais. C'est un boulot de l'imaginaire, mais c'est aussi pareil, un mode d'attention pour moi. C'est vrai que moi, sur la technologie, bon, les gens sont très cons là-dessus. Hein. Moi, il y a toujours des gens qui vont dire t'es technophobe, machin. Bon. Ils ne comprennent même pas que l'être humain est devenu un être humain parce qu'il a construit et il a inventé des outils et que c'est le propre de l'humanité d'être déjà technique à la base, ontologiquement. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, je l'avais fait justement au TED, mais c'était de dire, j'essaie d'utiliser ce critère spinoziste entre pouvoir et puissance, en disant on nous vend du pouvoir à travers la technologie. On nous dit, tu vas déléguer par exemple ton mécanisme cognitif de spatialisation au GPS. Donc tu vas avoir le pouvoir de t'orienter dans n'importe quelle ville que tu ne connais pas grâce au GPS. Et puis on ne se pose pas la question que tu as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, mais en termes de puissance intérieure, en termes de capacité propre et personnelle à m'orienter dans une ville, à mémoriser ce qu'est une ville, à me situer à l'intérieur de la ville, à situer la mer, à situer la cathédrale de la Major, à savoir où est l'Est, où est l'Ouest, où est la colline, etc. Tu es en train de perdre tout ça, tu appauvris tout ça. Donc, tu as un mécanisme qui fait que parfois une technologie augmente ton pouvoir et augmente ta puissance. Moi, le traitement de texte, ça augmente mon pouvoir d'écrire des livres et de les corriger incessamment, et ça augmente ma puissance aussi d'écrire. Mais il y a plein de moments où la courbe de pouvoir augmente et ta courbe de puissance, pour moi, diminue. C'est-à-dire que tu deviens moins puissant, tu mémorises moins, tu retiens moins les choses, tu délègues, tu externalises, alors par paresse, par commodité, énormément de tes capacités à la machine. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement important dans le rapport à la technique. Puis il y a une deuxième dimension, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, de réappropriation ou non de la machine. Quand tu parlais d'autonomie sur l'individu, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on te donne des machines qui sont hétéronomes. Alors hétéronome, c'est un gros mot pour dire tu n'as aucune autonomie, aucune capacité de bricoler la machine. Tu ne peux pas la transformer, tu ne peux pas changer une carte mémoire, tu peux pas... Si tu as un vélo, toi c'est l'exemple d'Illich, mais si tu as un vélo, tu pédales, puis tout d'un coup la chaîne saute. Bon bah tu fous les mains dans le cambouis, tu remets la chaîne et tu redémarres. Si tu as une bagnole à la con avec une carte et puis que tu appuies sur on pour démarrer, c'est génial, tu fais le malin et tout. Puis le jour où tu mets la carte, tu appuies sur on et que ça ne démarre pas, il ne te reste plus que le smartphone, appeler le service de réparation et te faire remorquer comme un... C'est-à-dire que tu peux même plus ouvrir le capot, tu peux même plus... Si tu as des réseaux. Et si tu as du réseau, en plus. Voilà. Donc sur cette dimension-là, c'est incroyable comment on a réussi à mettre en place des technologies qui sont impuissantantes au lieu d'être empuissantantes. Voilà. Ça, c'est vraiment un mécanisme que je trouve extrêmement important. Et bon, moi je voulais dire, moi je fais du vélo et quand la chaîne saute, j'appelle un copain pour qu'il la remette. Alors maintenant, c'est le lien, ça. Voilà, maintenant, la vérité, c'est que ni Alain ni moi n'avons absolument plus rien à dire. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre la parole pour nous élogier. Je ne sais pas Alain, mais moi je suis un latino-américain très susceptible, alors je n'accepte aucune critique. Mais bon, on peut passer la parole au public. Non, je voudrais vous poser à tous les deux encore. Ah non, on ne va pas répondre. Non. Vous êtes écrivain et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous stimule pour travailler, pour faire des efforts, pour écrire des livres une fois par an. Toi, à moi, ce qui me stimule, c'est quand arrive le moment que le public pose des questions. Bon, parce que vous êtes tous les deux spinozistes. Et donc Alain vient de
parlé de la différence entre pouvoir et puissance. Moi, je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui fait que tous les deux, vous avez cette force de donner la force aussi aux autres. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quand même un besoin ou une envie d'émanciper les gens et vous-même. Et donc, en tant que spinoziste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous fait agir? Et qu'est-ce qui fait que la puissance puisse vous appartenir déjà? Et comment vous la partagez? Je vais le faire en une phrase, comme ça on passera aux questions du public. Je me suis étouffé avec une cacahuète. Il y en a qui s'étouffent avec des bretzels. Bon. C'était la banane aussi, ouais. Moi, ce qui me pousse, c'est une chose extrêmement simple. J'ai envie d'être à la hauteur de ce don sublime d'être un être vivant. Voilà, moi, je suis un être vivant. Je trouve que c'est extraordinaire. Ça m'offre un ensemble de capacités internes, de sensations, de plaisir, d'ouverture incroyable. Et j'ai juste envie d'être à la hauteur de ça, c'est-à-dire de vivre les choses le plus intensément possible et de transmettre ce bonheur-là, en fait, tout simplement. Donc je crois que c'est un moteur tout simple, mais qui me pousse beaucoup. Ouais. Donc, comme apparemment on voit qu'il n'y a rien à dire, non, mais moi, donc je passe la parole au public. Ma force à transmettre, moi je suis une larve mélancolique qui s'étonne tous les jours de quand même s'enthousiasmer, juste avant de l'éprimer à nouveau, vous voyez. Et pourquoi me plaît Spinoza? Eh bien, me plaît Spinoza parce que, quand même, c'est le seul modèle pour moi. Vous imaginez un juif séfarade qui sait lire et écrire. Comme j'ai les cheveux blancs en 2040, pour moi, c'est pas sûr, j'aurais peut-être pas la banane, puisque la soirée est placée sous le signe de la banane. Maintenant, pour revenir sur un autre sujet plus sérieux, je suis obligé d'utiliser des systèmes informatiques pour le smartphone, pour mon site sur Internet, pour un tas de choses, et cela m'oblige à réfléchir, à rentrer dans les systèmes. J'ai fait la programmation, qui était la programmation directe il y a 40 ans, mais cela a changé. Les langages ont changé, et donc cette recherche, je cherche jusqu'à ce que je comprenne, développe chez moi de nouveaux zones neuronales qui n'étaient pas développées avant. Je veux dire, par là, ce qu'on a perdu, si on est capable de faire les efforts pour s'intéresser à ces matériels, on recrée d'autres zones neuronales. On en perd, c'est ça. Et maintenant, pour aller plus vite, la seule chose qui m'inquiète, je suis pas inquiète pour l'avenir de l'individu, parce que je sais qu'il y a une partie qui n'est pas modélisable chez l'individu, mais ce qui m'inquiète, c'est un petit peu tous les datas, toutes les informations. Lorsqu'on est obligé de prendre une application, tous les renseignements doivent se mettre à nu à chaque fois, sinon on ne l'a pas, on ne peut pas s'en servir, et ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Tu as évidemment raison d'être inquiet là-dessus, parce que c'est l'entrée du capitalisme actuel. Les GAFA, c'est juste un modèle économique fondé sur l'extraction de la trace. Donc l'extraction de l'information que tu laisses en ligne quand tu fais le moindre chat, le moindre mail, tu postes la moindre image. Tout le modèle économique est fondé là-dessus quand même. Google est une régie publicitaire qui vend des profils. C'est tout. Voilà. Donc c'est le cœur, effectivement, de ce qu'il faut essayer de combattre. Oui, par rapport à l'échange, l'interaction avec la machine, moi, d'un point de vue aussi terre à terre de la recherche, ce que je veux dire, c'est qu'une chose, c'est effectivement quelqu'un qui, en ayant été structuré pendant toute sa vie, avec une capacité d'une réflexion critique, etc., n'a pas la même interaction avec la machine, avec les mêmes conséquences qu'un monde qui est dans l'école de Blanquer, qui s'appelle l'autre, l'école dans laquelle on va mettre Microsoft, etc., l'école des compétences, c'est ce qu'Angélique Delray appelle la pédagogie des compétences, les mondes non structurés et que d'emblée on les considère comme une surface lisse sur laquelle on colle des compétences, tu vois. C'est-à-dire qu'on va traiter comme un disque dur.
Alors là, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que moi, je pense que c'est pas pareil d'un point de vue neurophysiologique, déjà, hein, c'est-à-dire culturellement encore plus, non? Mais, ah ben donc, la maison d'Amérique latine investit. Et, au fait, c'est pas les mêmes conséquences qu'il y a avec quelqu'un de structuré et qui interagit avec une machine que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la pédagogie des compétences, qui consiste à considérer l'être humain comme une surface lisse sur laquelle on colle des compétences positives, on décolle des compétences négatives, n'est-ce pas? Et cette école-là, moi je vous conseille de lire le bouquin d'Angélique Delray, l'école des compétences, n'est-ce pas, dans laquelle elle explique ce qui est en train d'arriver avec cette idée de l'innovation, n'est-ce pas? Et que donc les conséquences ne sont pas les mêmes, tu vois, toi tu faisais référence aux cheveux blancs, mais effectivement les conséquences c'est pas les mêmes, tu vois, les conséquences c'est pas les mêmes parce que, comme l'écrit Marx il y a très longtemps, dans la production sociale de son existence, l'homme s'est produit lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette dialectique. Alors donc, il n'y a pas un être humain qui utilise une machine. Ça c'est un résidu de la vision moderne de l'humain sujet qui regarde un monde d'objets. Il ne faut pas se gourer là-dessus. Il n'y a pas un humain qui utilise une machine. Il y a une interaction. Si cette interaction se fait avec un cerveau structuré, etc., ça donne une chose. Quand cette interaction se fait avec des petits que d'emblée on met dans cette position de pâtir, ben, ça fait vraiment autre chose. Voilà. Où est le micro? Ici, il y a une question. Ah, là-bas. Oui, bonjour. C'est pour vous la question. Tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas comment j'écris et que je transmets. C'est quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans la question de la communication du langage? C'est-à-dire, ce que vous disiez, au fond, du langage informatique, c'est la communication où, d'une certaine manière, presque comme dans la psychose, le mot désigne la chose. Alors que quand vous parlez artiste, et c'est là que Miguel a donc bien renvoyé la balle sur ce que vous disiez, vous êtes dans le langage, vous êtes dans quelque chose de plus signifiant, dans quelque chose qui nous dépasse tout le temps. Et c'est peut-être là que ça situe votre réussite. Absolument. Ouais. Non, ouais, ça marche ça? Non, je sais plus. Celui-là. Oui, je suis fatigué. Ouais. Non, mais bien sûr, il y a un travail. Enfin, dans ce que je fais, il y a un travail très, très profond sur la langue qui est lié à. Pour moi, il y a une couche de sens, il y a une couche de son. Il y a une vraie couche sémantique et il y a une vraie couche que bon, tu vas appeler le signifiant, même si le mot est toujours très laid pour moi. Qui pour moi, en fait, une couche rythmique, une couche syntaxique et une couche vraiment de son, c'est-à-dire phonématique, sur lequel moi je vais travailler énormément. C'est-à-dire que effectivement, j'ai retravaillé très profondément les 18 consonnes du français, les 16 voyelles. Pour moi, intérieurement, quand j'écris, un I ou un U ne va pas du tout avoir la même perception sensorielle, ne va pas véhiculer la même chose qu'un OU ou un ON. Le OU, par exemple, qui est une voyelle très fermée, très en fond de gorge, très douce, qui va être utilisée dans doudou, nounours, mon chouchou, etc., en amour. C'est-à-dire que c'est une voyelle qui, en français, véhicule quelque chose de très doux, de très de sensuel et doux. Le on va être très sombre, comme dans ré, son, on, cocon, etc., assourdir les choses. Et quand tu écris, tu as la perception de ça et tu véhicules, bien sûr, cette perception-là, parce que tu renvoies toute une dimension. Après, ça n'explique pas tout, quoi. C'est-à-dire que c'est évident, quand je fais la polyphonie, que chaque personnage va être nerf dans l'effectif, articulé autour des I et des U, c'est-à-dire que c'est un personnage très saccadé, un traqueur optique, ou le côté très déchirant, la fréquence très haute des I va fonctionner comme une espèce de couteau. Le U, c'est très fermé aussi en aperture, ça s'étend pas, ça se dilate pas, et donc ce côté un peu ténu, un peu minutieux du personnage, tu vas le restituer, tu vas le sentir. Donc tu vas véhiculer effectivement des modes de perception, mais ça explique pas tout, quoi. Et notamment, ça explique pas pour moi comment certaines idées vont passer, tu vois. Alors peut-être ça passe par le son, j'en sais rien. Je comprends pas forcément la façon de le faire. Je comprends artisanalement comment moi j'écris et comment j'utilise des couleurs sonores pour véhiculer des choses.
je peux t'expliquer, je peux te faire 3 heures sur la syntaxe en expliquant les masses de mots, comment, en utilisant un mot beaucoup plus long, si j'écris malencontreusement, tu vois, comment je vais ralentir inconsciemment ton rythme de lecture, parce que tu tapes le bloc, tu vois, la constataire de malencontreusement, et tout d'un coup, je vais t'accélérer sur des monosyllabes, une sorte de staccato comme ça, tu vois, qui va te véhiculer cette espèce de vivacité. Bon, tout ça, je peux t'expliquer, je vais faire un cours, tu vois. C'est mon artisanat, ça fait 30 ans que j'écris, c'est mon plaisir l'écriture. Mais après, ouais, il y a des choses qui vraiment m'échappent dans les boîtes de. Voilà. Madame, là, premier rang, deuxième. Je voudrais réagir à ce que Miguel Massayac vient de dire par rapport à la relation, par rapport aux différences, par rapport à la différence entre un adulte et un enfant dans la relation à la machine. Effectivement, il est vrai que nous avons été éduqués par les hussards de la République, instruits et éduqués par eux, et que nous avons donc ce qu'il nous faut pour avoir une relation critique aux machines, alors que effectivement des professeurs, puisqu'on les appelle plus instituteurs, aujourd'hui, qui sont formés aux neurosciences, selon le vœu de Blanquer, vont effectivement transmettre, je ne sais pas, en tout cas instruire, je ne sais pas non plus, éduquer les enfants d'une toute autre manière. Et donc la relation de nos enfants et petits-enfants à la machine sera effectivement, ne sera pas la relation que Louis, tu peux avoir à la machine aujourd'hui. Néanmoins, et donc je suis d'accord avec toute la critique qui est faite du transhumanisme, de l'homme augmenté et du développement des neurosciences qui vont... Bon, d'accord, tout ça. Mais néanmoins, et donc d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il s'agit non pas de fonctionner, mais d'exister, et que tout vivant a en lui la capacité d'exister, exister, d'accord, de manière multiple et singulière à la fois. D'accord, néanmoins, je pense que l'opposition entre fonctionner et exister doit être, comment dire, dépassée. Et il y a quand même, il me semble, des philosophes, et pas seulement vous, mais Elveda Kissayak, avec votre parcours militant et votre formation psychanalyste, il y a aussi d'autres philosophes, et par exemple, je pense à Cynthia Fleury, qui simplement, dans ce qu'elle propose pour développer des pratiques de soins, des pratiques humaines, de soins humains, considère que l'utilisation de la machine, du numérique, des neurosciences est possible. Et il y en a d'autres. Il y a Michel Serres qui s'est exprimé là-dessus, etc. Et donc, je pense que l'opposition entre fonctionner et exister, c'est pourquoi le titre de votre livre me fait problème. Si, mais bon, derrière, il y a des livres. Et dans les livres, je dis que l'opposition n'est pas possible. Voilà la bonne nouvelle. Et au fait, on ne peut pas opposer fonctionner, exister. Ce qu'il y a, c'est cette tentation de fonctionner sans exister. Mais le fonctionnement est inclus organiquement dans l'existence. On ne peut pas séparer les fonctionnements. C'est-à-dire que non, en fait, dans mon bouquin, je dis le contraire. Je dis qu'il ne peut pas avoir une séparation. Et par rapport à l'utilisation des machines, pareil, dans tous mes travaux, la singularité du vivant, organisme artefact,
Dans tous mes travaux, ce que je dis, c'est qu'il faut coloniser la machine et non pas qu'il faut s'opposer à la machine. C'est-à-dire qu'au fait, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'être technophobe, c'est regarder l'avenir avec un rétroviseur. Moi, je pense que non, au contraire. C'est-à-dire, il faut utiliser la machine, simplement, il faut utiliser la machine dans des devenirs d'existence et non pas des devenirs de fonctionnement. Mais ça sont des trucs tout bêtes, hein. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à écrire mes bouquins avec une Olivetti 22, et alors j'ai collé, j'ai copié, j'ai collé, jusqu'à quand j'étais la page et on refaisait la page. Je suis ravi avec les traitements des textes, je suis ravi. Simplement, j'utilise la machine pour mon projet. Je n'ignore pas que l'utilisation de la machine modifie aussi ma façon de penser et de faire. Mais j'utilise la machine dans ces projets-là. Le problème, c'est que dans la séparation que Blanquer, pour le nommer lui par exemple, et tous les neuroscientistes qui l'utilisent dans son ministère, etc., dans les projets de Blanquer, la question c'est une conception ontologique, anthropologique de l'être humain comme fonctionnant. Et donc il faut apprendre au monde à bien fonctionner. Par exemple, apprendre à bien fonctionner signifie apprendre à s'adapter aux exigences de la nouvelle nature qui est la nature macroéconomique. Or, justement, si un être vivant se caractérise par un tas de singularités, une singularité étant la non-autonomie, l'autre c'est la non-adaptabilité. Un être vivant n'est pas un être adaptatif. Ce sont des lectures rapides ou pas des lectures, c'est ce qui arrive quand on lit les titres des bouquins, hein, des Darwin. Quand on parle de Darwin et l'adaptation, il n'y a pas d'adaptation, il y a coévolution, n'est-ce pas? Et alors, tout être sain, Georges Canguilhem l'écrit, tout être sain va préférer suivre son destin au risque de sa survie plutôt que c'est adapté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le vivant n'est pas adaptatif, n'est-ce pas? Alors donc, Blanquer, comme tous les petits soldats du néolibéralisme, il veut écraser la singularité, il veut écraser les affinités électives dans un collectivisme brutal. Ce sont des collectivistes brutaux, comme les nazis étaient collectivistes, comme les fascistes. Les collectivismes, on a beaucoup jeté à la gueule de nous, la gauche, les collectivismes. Le collectivisme de gauche n'a jamais marché, le collectivisme de droite est en train de marcher trop bien, n'est-ce pas? Alors, ce qu'ils veulent, c'est exactement faire un monde dans lequel les gens fonctionnent, n'est-ce pas, en laissant derrière toute question du sens. Eh bien, nous devons défendre la question du sens, qui est la question de la conflictualité, qui est cette question dans laquelle on regagne les niveaux, les dimensions organiques, dans lesquelles, effectivement, on abandonne un peu ces rêves de tout rationnel, on ne se vit plus comme un sujet, vous savez, qui s'extrait du monde pour rendre les mondes objets. Comment, vous savez, l'aventure aujourd'hui du vivant, c'est la fin de l'exil. Vous voyez, on n'est plus exilé. On revient à cette nature d'où on se croyait exilé. On s'est cru exilé. Et on l'a détruit, mais comme nous on fait partie de la nature, oh, tout d'un coup on se réveille et on dit « Ah merde, on n'avait pas détruit que la nature ». Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous dit « déléguons ces problèmes-là à la machine ». Et ce n'est pas être technophobe de dire « non, non, on délègue rien du tout ». On utilise la machine incorporée à des niveaux de conflictualité qui sont des niveaux non possibles pour la machine. Les niveaux de conflictualité sont des niveaux que les vivants doivent être. Vous voyez? C'est tout ça. Donc, non. Derrière les titres, j'avais mis quand même un bouquin. Pas si gros que celui-là, mais j'avais mis un bouquin. La représentante de la Maison de l'Amérique latine s'en va, donc je pense qu'il faut dégager. Non, parce que je vais à un concert à 9h. Ah ben moi je vais aussi alors. Argentin. Et je suis à la retraite depuis le 1er mai. Bravo. Ciao. Les cours étaient très rapides en allant direct peut-être au sein de l'intensif. Et ce que je disais aussi, c'est l'homme n'est pas fonction. Pardon, l'homme n'est pas fonction et tant que la vie est tant que la vie est ascendante, bonheur égale instinct. Il y a cette dimension-là qui m'a rapproché de ce que Bitcoin disait.
Il y a l'idée sur le rapport que vous allez avoir avec les machines. D'après Laurent Alexandre, etc. Mais il n'y a pas de, comme vous dites, il n'y a pas de rapport possible avec une machine. Il peut y avoir une projection de quelque chose, mais même, c'est politique. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la différence qu'il pourrait y avoir, déjà, en fait tout simple, d'une relation avec affect ou d'une masturbation? Il me semble, de ce que j'ai compris, qu'il n'y avait pas d'hormones dans le deuxième cas. Donc pas de mobilisation corporelle. Je ne sais pas, c'est une question. Je ne voudrais pas apparaître comme le spécialiste de la masturbation non plus. Et au fait, je profite pour passer une annonce. J'ai une mobilette. Je vous invite, justement parce que le sujet du séminaire de l'année prochaine est celui-là, c'est-à-dire les conditions d'existence ou pas d'existence de la machine, n'est-ce pas? Parce que, en fait, je vous donne la réponse, mais venez quand même au séminaire. En fait, nous, l'hypothèse lourde, c'est que la machine n'existe pas. N'est-ce pas? La machine a une existence dépendante. Vous voyez, l'existence de la machine est dépendante du vivant. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'inerte n'a pas une existence propre, n'est-ce pas? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment nous sommes dans une société qui petit à petit glisse vers un nouvel animisme. Vous voyez? C'est-à-dire que l'inerte se met à occuper des places que jusqu'ici, dans ce que Descola appelle le naturalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire notre société, la société de l'homme, comme dirait Foucault, et de la modernité, et on avait laissé de côté, vous voyez, c'est-à-dire on avait laissé de côté tout animisme, totémisme. Et nos sociétés ont glissé déjà vers un nouvel animisme. Alors les rapports d'affect possibles avec la machine, on ne peut pas les penser dans la configuration sujet humain, objet machine, vous voyez. Il faut penser la circulation d'affect d'après une nouvelle distribution dans laquelle effectivement il y a une dissolution du sujet humain et il y a un rapport différent avec l'inerte. Mais dans tous les cas, ce rapport-là qui est très important de comprendre, etc., ça ne produit pas un rapport humain-machine, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport humain-machine. Ce qu'il y a, c'est une nouvelle distribution, une nouvelle circulation entre vivant, inerte, information. Cette nouvelle distribution, elle est très intéressante et elle est simplement compréhensible à travers une repensée de l'animisme, mais si nous restons au rapport occidental classique, sujet, humain, objet, monde, non, il n'y a pas de rapport possible avec la machine. Par rapport à la masturbation, je demanderai à mes collègues plus spécialistes par rapport à la circulation hormonale que tu demandais, non? Je sais pas. En tous les cas, ne t'inquiète pas, ne change rien. Hein, parce que... Bonjour, merci beaucoup de vos interventions. Je vois que c'était bien plus que ce à quoi je m'attendais, plus que heureux. Je vais vous revenir un tout petit. On m'a demandé de faire un peu court, très gentiment. Donc je vais poser quelques questions. Il y en a, je voudrais revenir sur le capitalisme qui est une attaque sur les liens. Il me semble qu'avant même qu'il y ait lien, il faut qu'il y ait approche. Tout à l'heure, vous avez employé, M. Nardasio, un mot que j'aime aussi beaucoup, qui est vulgaire, mais ça fait partie des changements de style, c'est la drague, tout simplement. Et la première des éléments de notre humanité, c'est-à-dire même de notre animalité, c'est qu'à un moment, il faut chercher un partenaire et c'est pas gagné. Et c'est bien parce que ça n'est pas gagné que quand on l'a trouvé, on essaie de le choisir un petit peu. Et du coup, est-ce que vous ne trouvez pas que la suprême attaque contre toute volonté d'aller vers l'autre, envie de découvrir l'autre, aussi envie d'avoir un enfant, c'est les PMA pour des femmes seules? Ah, là, si Alain veut se faire lyncher, il peut répondre. Oh, la question. Tu veux répondre? Ah bah absolument pas, moi j'ai survécu à un tas de merde, je ne vais pas me mettre. En fait, c'est pas une question, c'est un commentaire, une réaction. En fait, Gabriel Marcel, qui est à du XIXe siècle, a le premier parlé de fonctionner.
Et en fait, fonctionner, il n'opposait pas à l'exister, il disait fonctionner, c'est l'indisponibilité. Et en fait, fonctionner, il l'opposait à la disponibilité. C'est-à-dire au pic que l'on peut faire en soi pour accueillir, recevoir, rendre. En fait, la disponibilité, c'est l'hospitalité. En fait, la disponibilité, c'est la circulation de don contre don, comme a expliqué Marcel Mauss. Donc je pense que la riposte au fonctionnement, c'est Marcel qui a la bonne piste, c'est en fait le cycle don contre don. Et en fait, le vivant, c'est donner, recevoir, rendre, et dans cette circulation de don contre don, dans cette circulation hospitalière, se crée un lien, se crée une alliance, se crée un pacte. Et je pense que la riposte, la déliaison, c'est le pacte qui s'enracine dans la circulation de don contre don. Je pense qu'exister est moins fort que donner, recevoir, rendre. Et d'ailleurs, on voit que notre époque, par exemple, la planète, elle ne considère pas ce qu'elle lui donne. C'est-à-dire que la planète donne quelque chose, on reçoit et on n'en rend rien. On ne considère pas qu'il nous a été donné. Par exemple, le PIB ne concerne que ce qu'on a produit. Le PIB ne concerne pas tout ce qu'on a reçu. Et donc, on est une civilisation qui, dans l'équivalence, je donne ceci, tu prends cela, mais pas une civilisation qui considère qui doit être donné, qu'on a reçu, qu'on doit rendre et qu'on doit créer des pactes. Et que ces alliances doivent se faire avec les vivants, mais aussi avec les non-vivants, et qu'il y a des alliances dans la nature, comme parlait M. Damasio avec les plantes. En fait, la nature, c'est pas que du struggle for life, c'est aussi du mutualisme, du commensalisme, du parasitisme, des symbioses, des hospitalités réciproques. Et en fait, l'habitabilité commune entre vivants et non-vivants, la riposte politique au fonctionnement, c'est certainement pour moi ce cycle surabondant de don contre don, qu'a le vivant et que n'a pas la machine. Et je demande juste pardon parce que je fais une petite parenthèse parce que je ne voulais pas être désobligeant avec toi avec ta question. Donc je reviens parce que je voudrais surtout pas être désagréable, tu vois. Et il se passe avec ta question et qu'on est dans un moment dans lequel il y a un imaginaire très très fort autour de ça, tu vois. Et moi, par exemple, en tant que clinicien, non, c'est pour te répondre, tu vois, parce que je fais une blague, je ne voudrais pas que la blague te vexe, tu vois. Et au fait, ce qui se passe en tant que clinicien, tu vois, sont des sujets que je me garde, il y a certains sujets dans lesquels je me garde de parler comme ça, tu vois, parce que il y a un imaginaire très très fort, tu vois, ça implique des niveaux affectifs très très forts. Alors, ce sont des sujets que je ne refuse pas du tout de traiter, mais pas comme ça, tu vois, pas dans une réponse, tu vois, parce que ce sont des choses très complexes, tu vois. Ça m'est arrivé, par exemple, de travailler autour de la question de l'adoption d'enfants à l'étranger. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que je disais, j'étais moi-même d'accord avec moi, ce que je disais, je trouvais très intéressant ce que je disais. Mais le problème, c'est que ça touche des affects, ça touche des histoires singulières, tu vois. Alors donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets que pour moi, on ne peut pas parler comme ça, par exemple. Tu vois, c'est tout. C'est parce que je voulais surtout pas que tu prennes la blague comme une vexation, voilà. Bon, ouais, juste pour... ça marche pas. Allez, on va voir celui-là. Juste pour répondre à ce que tu dis, moi, il y a quelque chose que j'adore toujours, je prends cet exemple toujours de Baptiste Morisot, parce que j'aime beaucoup ce philosophe, c'est devenu un copain. Lui, il a un terme super beau sur le vivant, il parle de rapport éthopolitique. C'est-à-dire qu'il dit effectivement, il y a de la commensalité, il y a de la convivialité, il y a du parasitisme, il y a de l'entraide, etc. Mais c'est pas juste don contre don, je te rends, machin. Il y a aussi la négociation, et il y a aussi je t'évite, tu m'évites, et il y a aussi la prédation, tu vois. Et il dit qu'il ne faut pas éliminer ou rentrer dans un système juste d'entraide, de commensalité, c'est d'idéaliser le vivant comme quelque chose qui échapperait à la conflictualité. Il y a aussi je te mange, tu me manges, je t'évite parce que j'ai laissé toute une ligne de laisser, que je suis un loup et que si toi t'es là, que c'est que tu viens là, tu comprends que ce territoire, il ne faut pas que tu y mettes les pieds parce que c'est le territoire de la meute, et ça fait partie aussi d'un rapport éthopolitique que le vivant peut avoir. Donc, si tu gardes toute l'ampleur de ces liens, je trouve que c'est vraiment intéressant. L'autre aspect aussi sur le vivant que moi j'aime beaucoup, c'est de voir le vivant effectivement comme un tissage. Et là, tu le dis super bien encore dans le mythe de l'individu, puis tu me redis là, j'adore cette idée de distinguer vraiment l'individu de la personne. Tu dis la personne, elle est pliée, elle est liée, elle est plissée dans l'étoffe du vivant. J'aime beaucoup cette expression, elle est très belle. Et cette idée de tissage, d'entrelac, elle est importante. Il y a aussi cette dimension évolutionniste que je trouve très forte de dire on est le produit d'une évolution millionnaire, on a des capacités cognitives, vivantes, sensorielles, communes avec énormément d'espèces, ce que Morisot appelle les ancestralités animales, qui sont sédimentées en nous et qui sont communes avec énormément
Il donne l'exemple d'un truc génial, moi j'adore, c'est quand il parle de ça, il dit le chevreuil, par exemple, la capacité qu'a le chevreuil de discriminer les différents types de vers dans les feuilles, quand il regarde, il se dit ce vers-là, c'est pour moi et pas celui-là, etc. Il dit c'est les compétences cognitives qu'on a, nous aussi scientifiquement, qu'on a récupérées, et qu'on sait mobiliser. Quoi. Donc on est combinatoire dans cette réalité animale. C'est-à-dire que le vivant est hors de nous et on peut se reconnecter aux arbres, aux plantes, à tout ce que vous voulez, mais aussi on peut se reconnecter en nous à cette sédimentation de l'ancestralité animale. Et je trouve ça très chouette d'avoir la dimension verticale et horizontale du jeu. Juste réaffirmer ce que tu viens de dire, Alain. Dans les dons et contre-dons, moi je suis quand même persuadé que chez Mauss, avec aussitôt la question sacrificielle, il y a beaucoup de choses à comprendre pour comprendre la circulation actuelle, qu'on a voulu oublier avec un rationalisme. Je crois par exemple qu'à la base des problèmes de corruption dans les États, n'est-ce pas, il y a aussi l'ignorance et l'écrasement du fait du don et contre-don. Vous voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose que moi je m'oppose beaucoup en Argentine à cette moralisation stupide de la politique dans laquelle chaque candidat accuse l'autre d'être plus corrompu, n'est-ce pas? Bon, moi je parle de la base de que s'il n'est pas corrompu, il n'est pas là. N'est-ce pas? Bon, il y a eu peut-être Václav Havel, qui passait par là et il a vu la lumière. Il y a eu Mandela, pareil, et ciao. Et ciao. Le reste, c'est-à-dire s'ils ne sont pas corrompus, c'est parce qu'ils ont eu une mutation après Tchernobyl. Alors, donc, mais la question de la corruption, pourquoi c'est une fausse question? Parce qu'à vrai dire, la corruption est un effet inévitable, et pas collatéral, mais inévitable du rationalisme mercantile capitaliste, vous comprenez? C'est-à-dire on a voulu rationaliser, non, 1 plus 1, 2, l'économie. Et ça ne marche pas, vous comprenez? Or, dans les dons et contre-dons, effectivement, il y a une incorporation organique de l'irrationnel, du sacré, du sacrificiel, vous voyez? Je parle du don et contre-don comme toi, par rapport à Marcel Mauss, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, donc, justement, une des préoccupations actuelles pour la corruption, il faut la comprendre comme structurellement, la corruption est le symptôme majeur de l'impossibilité pour l'humain de vivre dans cette supposée rationalité panoptique, n'est-ce pas? Or, plus on parle de corruption, alors là, il y a un effet pervers incroyable, plus on parle de corruption, plus on va vers les transhumanismes, post-humanismes, etc. Pourquoi? Parce que les corps sont corruptibles, vous voyez? Depuis Platon, c'est ça qu'on dit, les corps sont corruptibles. Et alors, l'air de rien, plus on dénonce la corruption, plus on moralise la politique, plus on s'attaque à la cause de la corruption, les corps. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Mais par rapport au don et contre-don parfait, simplement je voulais aller encore plus dans l'essence d'Alain. Moi je crois quand même qu'on ne peut pas idéaliser la société des dons et contre-dons. Et en parlant avec un ami aujourd'hui, j'avais ressorti comme ça pour pouf de la poussière, minimum moral, non? Parce que, voilà, comme je vous disais, je suis une sorte de limace mélancolique, c'est pour ça que, voilà. Alors donc, j'ai trouvé comme ça des échos fantastiques avec la mélancolie d'Adorno, je sais pas quoi, non? Et à un moment donné, je me dis, mais quelle est la différence entre Adorno et moi? Eh bien que moi, je vends beaucoup moins de bouquins, d'accord? Mais deuxièmement, la différence entre Adorno et moi, c'est que moi, je connais ma barbarie à moi. Vous voyez? Que je ne prétends pas être écrasé parce que dans le monde extérieur, il y a de la barbarie. N'est-ce pas? Je connais ma barbarie. Vous voyez? Ou je tente de la connaître. Mais non pas pour l'écraser, mais pour voir comment on fait avec. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que vouloir écraser la barbarie, vous voyez, vouloir être barbare avec les barbares, c'est comme il disait Berlis, qui est un journaliste argentin, pour en finir avec l'anthropophagie, on ne peut pas se bouffer les anthropophages, vous comprenez? Et alors, les défis, celui-là, don contre don, les sacralités, les sacrificiels, c'est très important de penser ça. Mais il ne faut pas mettre là-dedans l'imaginaire d'une utopie positive dans laquelle finalement on sera débarrassé de la barbarie. Cette barbarie, cette brutalité, cette pulsionalité, cette irrationalité-là, qui en voulant la chancer, nous sommes devenus esclaves, il va falloir trouver une méthode. Et je trouve que les seuls capables de trouver une méthode, c'est les artistes, et Alain parmi eux, qui peuvent incorporer dans ces percepts
justement cette complexité dans laquelle, oui, Adam contre Adam, il y a l'amour, mais il y a quand même le charisme. Je travaille avec un groupe de mères, d'enseignants d'école, une directrice de maternelle, des crèches, et à un moment donné, on travaillait comme ça et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants? Qu'est-ce que c'est cette histoire de ne sois jamais violent, et sois toujours gentil? Mais de quel monde on est en train de parler? De quel monde on est en train de parler? On ne peut pas éduquer nos enfants sans cette utopie négative de que l'enfant doit réprimer ses côtés obscurs. On n'est pas capable d'éduquer en étant capable d'incorporer organiquement ce que aussi les petits humains ressentent, vous voyez. Alors, il faut se méfier de ne pas trouver la nouvelle utopie positive, vous voyez. Quant à moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu faire un documentaire de Notre-Dame-des-Landes, en équipe qui travaille avec eux, je ne sais pas quoi, et il me disait, mais c'était un merdier par des conflits. Et j'ai dit, heureusement. Heureusement que c'était un merdier de conflits et qu'il n'y avait pas de commissaire politique pour écraser les conflits pour la bonne ligne. Et ça, c'est un truc que ça va nous coûter beaucoup de boulot, de réapprendre un tout petit peu à cohabiter avec tous ces côtés qu'on considérait comme caca et pas bon. Sur le mot de caca, on peut arrêter, je pense. Il faut dire que Miguel Royac a aussi écrit un livre qui s'appelle L'éloge du conflit, justement avec Angélique Delray. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc...